Un seul rayon de lumière éclatant transperce une sphère d'énergie bleue, la faisant voler en éclats. De l'énergie éclatée naît une puissante figure ailée de lumière. L'histoire d'un homme commence après avoir abandonné le lycée. Il a dédié 20 ans au commerce des couteaux. Grâce à son dévouement, il est devenu connu comme le meilleur maître coutelier du pays. Dans un restaurant animé, une commande pour le parcours Omakase A pour la table 3 est lancée. Le restaurant est en pleine effervescence. Les clients louent le talent du chef. De nouvelles commandes sont passées et les clients qui partent sont remerciés. Un jeune chef s'arrête, se retournant confus en entendant un son inattendu, se demandant ce que c'était. Le maître chef, un homme aux cheveux sombres et aux yeux intenses, se concentre entièrement sur son travail, découpant habilement un poisson. Un jeune chef interrompt timidement le maître, lui faisant savoir que son téléphone sonne. Le chef touche son oreillette, confus et agacé, se demandant pourquoi son téléphone sonne alors qu'il devrait être en mode vibreur. Il regarde son téléphone et voit une notification d'un jeu appelé Miracle's Blessing M, qu'il pensait avoir supprimé, soupçonnant que son téléphone est cassé. Son collègue lui rappelle ses devoirs, soulignant que des clients attendent. Serre. D'un point ferme, le chef instruit froidement son assistant de dire aux clients qu'ils n'ont pas ce qui a été commandé. Lorsque son assistant hésite, le chef l'interpelle immédiatement, sachant qu'il ne dit pas la vérité. Soudain, un groupe d'hommes imposants arrive, leur chef aux cheveux blonds s'adressant au chef en tant que Monsieur Kim et exigeant une réponse. L'homme blond fait pression sur Monsieur Kim, déclarant qu'il a eu assez de temps et que la décision devrait être simple pour un homme de ses talents. Monsieur Kim rétorque que celui qui demande la faveur devrait faire le premier geste, révélant une mallette débordant d'argent pour assurer sa satisfaction. En un éclair, plusieurs entailles bleues lumineuses fendent l'air à une vitesse fulgurante. Couteau en main, les yeux de Monsieur Kim brillent de fureur tandis qu'il sermonne l'intrus, lui rappelant que la propreté est la priorité absolue de sa cuisine. Il déclare que quelqu'un d'aussi sale que l'homme blond n'a pas sa place dans son établissement. Il leur ordonne de partir et les intrus regardent avec stupeur un énorme morceau de viande suspendu, parfaitement tranché, au plafond. Au lieu d'être effrayé, l'homme blond rit de manière démoniaque, louant l'habileté du maître de l'épée, et insistant sur le fait qu'il ne devrait pas la gaspiller sur du poisson. La main de M. Kim repose sur son couteau étincelant, la lame brillant d'une puissance latente. Les membres du gang reculent de terreur. Le chef ricane en se retirant, promettant à M. Kim qu'il n'abandonnera pas et reviendra bientôt. Tandis que le chef de gang ordonne à ses hommes de partir, le jeune chef observe avec inquiétude, pendant que M. Kim reste silencieux. Plus tard, un collègue lui demande pourquoi M. Kim a refusé 3 milliards de won, mais il détourne la question, affirmant qu'il ne sait que trancher du poisson, pas traiter avec des gangsters. Son collègue insiste pour qu'il prenne l'argent pour une vie meilleure, mais M. Kim reste résolu, affirmant qu'il refuserait n'importe quelle fortune, juste au moment où son téléphone vibre de nouveau. Son collègue, Ju Bang, le taquine à propos des notifications constantes, mais M. Kim les écarte comme un jeu auquel il ne joue plus, appelé Miracle Blessing. Quand quelqu'un appelle Ju Bang, il s'éclipse rapidement, laissant M. Kim seul avec ses pensées. La sonnerie incessante revient, et M. Kim devient frustré, trouvant la situation ridicule. En voyant à nouveau la notification du jeu, il se demande s'il l'a réinstallé en état d'ébriété et décide de le supprimer une fois de plus. Alors que son pouce se déplace pour supprimer la notification, il est soudainement surpris. « Bon sang !» marmonne-t-il avec frustration, réalisant qu'il a accidentellement lancé le jeu. L'écran du téléphone s'anime avec l'écran titre du jeu, présentant une fille frappante aux cheveux verts. Soudain, un étrange bug rouge clignote à l'écran, et M. Kim fixe son téléphone, complètement perplexe. Il lève les yeux, confus, pour ne voir son téléphone gisant maintenant sur le sol, émettant une lumière vive. Ju Bang retourne dans l'allée, mais la trouve vide et se demande où est parti M. Kim. Apercevant le téléphone par terre, Ju Bang se demande pourquoi il l'aurait laissé là, puis jure et suppose qu'il est juste allé aux toilettes. Sur le téléphone abandonné, un message glitché clignote à l'écran. Transfert 100% terminé. La scène change, annonçant l'apparition d'une femme formidable aux longs cheveux cyan et aux yeux dorés intenses. Dans un flashback, il se souvient avoir examiné les options du jeu sur son téléphone. Il se souvient du jeu, Miracle's Blessing M, comme un titre mobile générique, pay to win, avec de faibles notes et des fonctionnalités de lecture automatique. L'écran titre de Miracle Blessing apparaît, invitant le joueur à commencer. Le jeu présente ses héroïnes principales, un trio de filles aux cheveux cyan, bleus et blonds.
Il réalise qu'il a été entraîné dans un jeu sur lequel il n'a jamais dépensé d'argent, ni même qu'il n'a jamais terminé. Pire encore, il n'a pas été réincarné en personnage jouable, ni même en PNJ. Un curseur système clique vers l'avant, scellant son destin. Il était possédé, ne devenant rien de plus que le personnage d'arrière-plan A, une entité inconnue dans le monde du jeu. Il se tient maintenant comme un jeune homme aux cheveux noirs, son nouveau nom révélé Kang Jeom-ma. Une femme aux cheveux bleus et aux yeux cyan brillants heurte quelqu'un avec un bruit sourd et aigu. Kang Jeom-ma est surpris, réalisant qu'il vient de percuter une femme. Dans une station de métro, il demande à la femme aux cheveux bleus si elle va bien, et elle s'excuse pour le désagrément. Il remarque que le jeu se déroule en Corée. Dans le train, il réalise que si certains détails sont différents, les noms, lieux et la géographie lui sont toujours familiers. En tapotant son téléphone à un terminal, il réfléchit à la facilité avec laquelle il s'est adapté, réalisant qu'il est maintenant un adolescent. Ding! Tandis qu'il monte en ascenseur, il médite sur cette nouvelle chance d'avoir la vie d'adolescent ordinaire qu'il n'a jamais eue. Bip, bip, il entre le code de son appartement, s'installant dans une vie secondaire très ordinaire. En regardant son immeuble, il commence à annoncer son arrivée, seulement pour être accueilli comme Kang Jeom-ma, la fierté du clan Seori Kang. Il tient une lettre d'acceptation pour l'académie Awaken à son nom, Kang Jeom-ma, mais reste silencieux. Face aux figures sombres de ses parents, il leur demande d'arrêter de brandir la lettre tandis qu'il rit, déclarant à quel point ils sont fiers de leur fils. Alors que ses parents mentionnent avec enthousiasme la cérémonie d'entrée et les préparatifs, il force un sourire et accepte de s'en occuper. Il s'affale dans son fauteuil, réalisant qu'avec tout le monde si enthousiaste, il n'y a plus moyen de ne pas assister à l'académie maintenant. Il serre les poings, frustré que ses tentatives de se sortir de cette situation aient été complètement ignorées. Jetant un coup d'œil à une photo encadrée sur son bureau, il soupire, déjà épuisé à cause de toi. Il regarde la photo du Kang Jeom-ma original avec ses parents, se demandant comment ce gamin a pu entrer dans une école si prestigieuse. Dans un flashback, ses parents lui rappellent qu'il a manifesté une bénédiction l'année dernière, mais il ne s'en souvient pas. Il comprend maintenant que le Kang Jeom-ma original a réussi l'examen avant qu'il ne prenne le relais. Une figure radieuse incarne le concept de bénédiction, les capacités spéciales que les humains de ce monde utilisent. Ces capacités, similaires aux compétences de jeu, sont une forme de protection divine qui n'est pas accordée à tout le monde. Les bénédictions sont en grande partie génétiques, créant une hiérarchie sociale de classes nobles, roturières et privilégiées. Un groupe de figures privilégiées et silhouettées au sourire arrogant représente le sommet de cette hiérarchie. L'Académie Awaken, bien qu'extérieurement destinée à l'entraînement de héros, a un but différent, plus sinistre. Sa véritable raison d'être est de combattre une réalité infernale remplie de monstres sous un ciel rouge sang. Une horde de monstres grotesques confirme le véritable but de l'Académie, lutter contre des menaces écrasantes. Il est surpris lorsqu'une étrange fenêtre de statue apparaît, révélant sa bénédiction sans douleur et ses limitations étrangement spécifiques. Il grimace, déprimé par la durée pitoyablement courte de 30 secondes et le long délai de récupération de 12 heures. Il étudie plus en détail la fenêtre du système, découvrant que sa bénédiction de dieu de l'épée ne fonctionne qu'avec de petites lames, et se demandant si c'est une blague. Levant les doigts, il contemple l'exigence de taille stricte de la bénédiction, une largeur inférieure à 5 cm. Il réalise avec un éclair de perspicacité que les dimensions sont parfaites pour un couteau à sashimi, son ancien outil de travail. Il crie de frustration, complètement ignorant de ce que le destin attend de lui dans cette nouvelle vie. Une pensée soudaine le frappe. Il a failli oublier de faire ses bagages pour l'académie. Il pense au coût exorbitant de l'équipement, où même les objets de bas rang coûtent des millions et les hauts rangs sont des trésors légendaires. Avec ressentiment, il refuse de dépenser de l'argent pour l'entrée dans une école où il est forcé d'aller. Il se lève et marche avec détermination, quittant sa chambre avec une nouvelle résolution. Il sourit, se souvenant avec affection de son ancien maître qui insistait sur la valeur des couteaux japonais. Maintenant vêtu de l'uniforme de l'Académie Awaken, il ajuste son sac, l'air peu impressionné et prêt pour la suite. Un formidable instructeur à la peau violette, avec une crête blonde et des yeux bleus intenses, regarde menaçant. L'instructeur aperçoit les armes de l'étudiant. Un paquet bon marché de couteaux de cuisine d'un magasin à prix réduit. Le jour de la cérémonie d'entrée, l'instructeur observe en silence Kang Jeom-ma présenter ses couteaux inhabituels pour la vérification des armes. L'instructeur ricane intérieurement, déterminé à affirmer son autorité contre ce qu'il suppose être une autre blague de gosse riche.
Clac! Il frappe la table, demandant furieusement si l'étudiant pense que l'académie est une blague, et remettant en question son choix de couteau de cuisine. Alors que l'instructeur crie « Étudiant !», Kang Jeong-ma s'adresse calmement à lui en tant qu'instructeur. Kang Jeong-ma explique qu'il est une admission spéciale d'une famille ordinaire, et ne veut pas alourdir ses parents avec le coût de l'équipement cher. Il inverse la situation, faisant honte à l'instructeur stupéfait pour avoir montré des préjugés dans une institution qui devrait offrir des conditions équitables. Les yeux brillants, Kang Jeong-ma déclare froidement que blâmer son équipement est pour les amateurs, réduisant complètement son supérieur au silence. Son aura de confiance le fait ressembler à un géant dominant, l'instructeur désormais prostré et vaincu. Ah ah, l'instructeur transpire, levant les yeux vers Kang Jeong-ma avec admiration et murmurant goth. Reprenant son calme, l'instructeur annonce à la file d'étudiants qu'il permettra à Kang Jeong-ma d'utiliser son équipement spécial. Kang Jeong-ma remercie l'instructeur et passe, prenant son sac en chemin. D'autres étudiants chuchotent et ricanent, se demandant comment un étudiant en admission spéciale comme Kang Jeong-ma a pu entrer à l'académie. L'instructeur à la peau violette fait taire les étudiants, leur ordonnant de passer à autre chose une fois l'évaluation terminée. L'instructeur prévient qu'il peut être un ange ou un diable, et Kang Jeong-ma pense que cette attitude de sergent-instructeur pourrait lui causer un SSPT. Haa. En contemplant la grande académie, il ressent désespérément le besoin d'une pause. Assis sur un banc, Kang Jeong-ma réfléchit que s'il s'attendait au mépris, l'expérimenter directement reste horrible. Il soupire d'épuisement, soulagé que la cérémonie soit terminée mais redoutant le prochain test de placement en classe. La scène présente le magnifique campus de l'école d'entraînement des héros, l'Académie Joaquin. En regardant les immenses terrains, il constate que c'est bien plus grand que ce qu'un écran pourrait montrer, presque la taille d'une petite ville. Un petit sourire apparaît sur son visage, alors qu'il s'avoue que l'école est, il faut l'admettre, plutôt cool. Il réfléchit à l'ironie de fréquenter une école d'élite, se rappelant comment il avait dû abandonner dans sa vie passée. Ping! Une notification convoque tous les nouveaux étudiants au hall d'entraînement avant 15 heures pour le test de placement. Réalisant que le test est si proche, il attrape son sac, sachant que c'est bien plus important que la cérémonie. Il se tient debout avec confiance, sortant un couteau de cuisine étincelant, prêt pour le défi. Se souvenant de la leçon de son maître de ne jamais se séparer de son épée, il se demande si un an de repos a émoussé ses compétences. Frotte, alors qu'il polit son couteau pour tester ses capacités, l'image commence à glitcher. Une fenêtre système annonce l'activation de sa bénédiction du dieu de l'épée, mais une autre avertit que son niveau de corps physique est trop bas. Alors que le monde glitch autour de lui, un autre avertissement clignote. Le niveau de son équipement est également trop bas. Il fixe, choqué, un immense symbole d'avertissement rouge qui apparaît devant ses yeux glitchants. Une lumière bleue sereine emplit sa vision, offrant un message. Que les bénédictions des dieux soient avec vous. Ses yeux s'ouvrent brusquement, brillant d'une lumière rouge intense et frénétique. Il agrippe son couteau, alors qu'une énergie chaotique rouge et violette jaillit de sa main. Une vague de puissance brute et incontrôlée jaillit de lui. L'énergie chaotique continue de déferler violemment. Le monde autour de lui commence à se fracturer, tandis qu'une seule pensée résonne. Mourir, c'est ouf. La réalité se brise en fragments rouges autour de lui. Il flotte impuissant dans un vide fracturé, son esprit hurlant de confusion. Suspendu dans l'espace rouge chaotique, il ne peut que marmonner. Merde. Il fixe sa main, toujours agrippant le couteau enveloppé d'énergie, se demandant quelle était cette expérience terrifiante. Le couteau tombe au sol, sa puissance étrange disparaissant instantanément. Une lumière bleue brillante enveloppe son corps, le restaurant, lui et le monde autour de lui. Kuikuiwa. Il se retrouve de nouveau sur le banc, réalisant que tout est revenu à la normale dès qu'il a lâché le couteau. UGH, il se serre la tête alors qu'une vague de douleur intense et déchirante le frappe. Il serre les dents, se demandant pourquoi la bénédiction du dieu de l'épée a causé un contre-coup si agonisant, alors que sa bénédiction sans douleur ne causait qu'une légère douleur. Regardant sa main tremblante, il craint que si chaque activation est aussi douloureuse, la capacité pourrait être... Il fixe le couteau au sol, arrivant à une sombre conclusion, il ne peut pas l'utiliser. Ping, une annonce, appelle les nouveaux étudiants au hall d'entraînement, et il écoute en silence. Il hésite à ramasser son couteau, essayant de se convaincre que la douleur n'était qu'un incident isolé. Sa main tremble alors qu'il tend prudemment la main vers le couteau tombé. Il se ressaisit et agrippe fermement le manche une fois de plus. Oh, il crie d'agonie alors qu'une énergie bleue explose de lui, le projetant en arrière devant des spectateurs choqués. Waouh!
La scène balaye l'immense hall d'entraînement, semblable à un colisée, où les étudiants se rassemblent. Murmure. Des foules d'étudiants remplissent l'espace à l'extérieur du hall d'entraînement. Un homme aux cheveux verts en manteau bleu se plaint à ses pairs du coût élevé de l'inscription de son fils. Ah! L'homme aux cheveux verts lève les yeux avec surprise avant d'accueillir les étudiants arrivant après leur difficile voyage. Une figure imposante est présentée, l'empereur épée héroïque 7 étoiles, Siegfried von Nibelung. L'empereur épée, Siegfried, observe les débats avec une expression sévère et pensive. L'homme aux cheveux verts et ses compagnons méditent sur le légendaire humain le plus fort avant de se diriger vers leur siège. Une magnifique femme aux cheveux cyan, la sage héroïne 7 étoiles Médéa Poisonne, embrasse Siegfried, qui la reconnaît après un demi-siècle. Assis à ses côtés, Siegfried réprimande Médée pour sa tenue, mais elle rétorque qu'une femme désire toujours être belle. Médéa propose d'utiliser sa bénédiction pour rajeunir Siegfried, mais il la repousse, affirmant que le caractère est plus important que l'apparence. Médéa taquine Siegfried, le traitant de vieil acariâtre, tandis qu'il rumine en silence, la qualifiant de vieille mégère. Elle sourit, remarquant que ce vieil ennuyeux a beaucoup changé, allant même jusqu'à venir dans un endroit comme l'académie. Elle lui rappelle qu'il méprisait les mentalités élitistes, tandis qu'ils observent tous deux les étudiants en contrebas. Hé! Médéa sourit d'un air suffisant, demandant sournoisement si sa petite fille est aussi belle que les rumeurs le disent. Siegfried reste silencieux et impassible, fixant devant lui avec une expression sombre. Waouh! Les étudiants bourdonnent d'excitation. Un garçon aux cheveux verts parle à une fille aux cheveux roses, tandis qu'un étudiant aux cheveux bleus avec des lunettes de soleil déclare qu'ils devront attendre de voir. Debout seul au milieu de la foule qui murmure, Kang Jeoma est une île de cheveux noirs dans une mer de couleurs éclatantes. Il se demande s'il est le seul avec des cheveux noirs, se sentant comme un dieu de l'épée étranger. Tandis que les étudiants continuent de murmurer autour de lui, Kang Jeoma est soudainement pris de court par une nouvelle présence. Tap tap. Un trio d'étudiants masculins regarde avec admiration, tandis qu'une impressionnante jeune fille aux cheveux cyan passe. Waouh! Les étudiants sont stupéfaits et réduits au silence par son entrée impressionnante. Toc! Une jeune fille aux cheveux cyan, aux yeux dorés perçants et à la démarche confiante traverse la foule. La jeune fille est identifiée comme Abel von Nibelung, la petite fille de l'empereur de l'épée. Un aperçu du prochain chapitre laisse entrevoir un moment de décision imminent pour Kang Jeoma. Une explication apparaît, définissant le sous-espace comme une réalité alternative créée par le fondateur de l'académie, Balor Roaquin. Aïe! Un diagramme montre que toute blessure subie dans le sous-espace n'a aucun effet dans le monde réel. Une explication indique que, puisque le sous-espace est séparé de la réalité, même le meurtre peut être ignoré. Médéa confirme à Siegfried que le test est une bataille royale dans le sous-espace, une tradition scolaire avec une nouvelle tournure cette année. Elle explique que le test est un jeu de survie où les étudiants sont classés selon celui qui dure le plus longtemps, ajoutant qu'il n'y a aucune restriction sur l'armement. Siegfried soutient que l'absence de restriction favorise fortement les élites. Mais Médéa rejette sa préoccupation comme un compromis nécessaire puisque les nobles financent l'académie. Médéa mentionne qu'elle a eu beaucoup de mal à introduire un nouveau système, laissant Siegfried méditer ses paroles. Kang Jeoma sourit d'un air suffisant, pensant que les tentatives des autres étudiants pour lui parler sont futiles car il sait ce qui se passe vraiment pour avoir joué au jeu. Il la reconnaît comme une joueuse du jeu Miracle's Blessing M. Il se souvient que dans le jeu, elle est liée au protagoniste masculin aux cheveux blonds. Il observe son groupe s'éloigner, concluant que les belles personnes finissent toujours avec leur âme sœur. Il réfléchit qu'en tant qu'étudiant en admission spéciale, il n'est pas adapté à ce genre de scène sociale. Il tourne le dos, résolu à éviter une vie scolaire bruyante et toute implication inutile. Tenant un guide de carrière, il réaffirme son objectif, terminer ses études, obtenir un emploi régulier et mener une vie stable. Il grimace, se rappelant la douleur insidieuse et agonisante du simple fait de sortir son couteau, son corps tremblant encore. Une annonce commence pour le test d'affectation de la 783e classe et Kang Jeoma réalise que ça commence. Un objet cristallin annonce que le test d'affectation de cette année sera une bataille royale. Le système de classement est expliqué comme étoile pour la première place et dragon pour les deuxième et troisième. Avec les rangs 4 à 7 étant loup et 8 à 10 ordinaires sans limite de temps, Kang Jeoma note que c'est juste comme un jeu. Le dispositif d'occurrence spatiale s'active, démarrant officiellement l'examen.
Zap, les étudiants sont instantanément téléportés dans un espace numérique teinté de bleu. Tandis qu'une bénédiction est souhaitée au héros, Kang Jeomma décide d'éviter de dégainer ses armes autant que possible. Kiao. Autour de la reine, les étudiants crient soudainement de douleur et s'effondrent, leurs armes s'entrechoquant au sol. Une voix annonce que l'évaluation du 47e groupe est terminée, avec Saki Ryojo en première place, tandis que Siegfried et Medea observent. Medea remarque que les résultats étaient prédéterminés et montre à Siegfried un écran affichant un temps incroyablement rapide, d'un peu plus de 7 minutes. Un profil holographique d'Abel von Nibelung apparaît, notant que son record a été atteint avec une arme de classe C. Mais elle demande une révision pour sa Claymore de haut niveau. Medea s'émerveille que le temps d'Abel soit parmi les 10 meilleurs de l'histoire de l'Académie, même s'il ne bat pas celui de Siegfried. Siegfried sourit d'un air fier, déclarant que c'est tout à fait naturel pour une descendante de la famille Nibelung. Pensant que l'examen touche à sa fin, Siegfried décide de partir, ignorant la question de Medea de rester pour le dernier lot de cochons. Tandis que Siegfried s'éloigne, Medea lui fait des adieux sarcastiques, lui disant qu'elle le verra dans l'au-delà. Un son sinistre et frissonnant résonne à travers l'arène. La perturbation soudaine surprend Siegfried, Medea et les autres spectateurs. Medea demande à Siegfried s'il l'a ressenti aussi, mais il rejette cette idée comme ridicule. Dans l'arène en contrebas, les étudiants restants sont plongés dans le chaos par l'étrange événement. Une vague d'énergie cramoisie submerge un Siegfried stupéfait. Lui et Médée regardent, choqués, tandis qu'une colossale déferlante d'énergie bleue jaillit de l'arène en contrebas. Abasourdis, Siegfried et la femme aux cheveux verts à lunettes ne peuvent que regarder avec incrédulité. Le sous-espace lui-même se brise violemment depuis l'épicentre de l'explosion. Les autres responsables de l'Académie regardent, complètement sidérés par cet événement sans précédent. Alors que l'énergie bleue crépite sur le sol de l'arène, des spectateurs confus s'interrogent sur le chaos. Un observateur contemple les conséquences, se demandant si les étudiants ont été éjectés de force de la dimension alternative. Une lumière bleue brillante éclate intensément dans le ciel au-dessus de l'arène. La lumière se coalesce en un pilier massif d'énergie divine, s'élevant du sol. À sa base, une épée luisante est plantée dans le sol, à côté d'un étudiant aux cheveux foncés tombé. La femme aux cheveux verts crie urgemment à l'équipe médicale de vérifier les signes vitaux des cadets nouvellement arrivés. Alors qu'elle leur crie de se dépêcher, Kang Jeomma gît inconscient sur le sol. Un étudiant blond hurle de rage, criant « Ce bâtard !» UGH son cri est interrompu par un coup de poing brutal à l'estomac d'un étudiant aux cheveux bruns. L'attaquant aux cheveux bruns poursuit son assaut sauvage avec un puissant gantelet rouge. Debout parmi les vaincus, Kang Jeomma réalise qu'il a été jeté dans un combat à mort. À proximité, un étudiant masqué nommé Mao Jun traite une fille de faible, tandis que Shun Mao, aux cheveux bruns, demande sadiquement à sa victime à terre s'il a fini. Kang Jeomma se demande s'il a l'air si faible que les brutes ne l'ont même pas encore remarqué. Shun Mao pique un étudiant tombé, lui demandant s'il est mort avant de déclarer la scène ennuyeuse. Il commence à compter ses victimes. Un sourire narquois sur le visage, tandis qu'il regarde sa main gantée. L'attention de Shun Mao est attirée par son compagnon, Mao Jun, qui tourmente vicieusement un étudiant aux cheveux verts le suppliant d'arrêter. Mao Jun écrase la tête de l'étudiant sous son pied, le traitant d'énervant, tandis que Shun Mao s'approche. Alors que les deux se rencontrent, Shun Mao souligne que son compagnon n'a attrapé que 4 personnes, ce à quoi Mao Jun s'excuse. Mao Jun s'excuse de nouveau, offrant la prochaine cible à son frère, une fille rousse et défiante, debout seule. Shun Mao remarque que son style défiant lui convient, tandis que Mao Jun la traite moqueusement de héroïne et la trouve amusante. Léchant ses lèvres avec un sourire dépravé, Shun Mao se demande par où il devrait commencer à la déchiqueter. « Hé, sale bâtard !» Le cri de Kang Jeomma les interrompt, faisant se retourner les 3 brutes de surprise. Il exige furieusement de savoir pourquoi ils agissent comme des psychopathes, pour réaliser ensuite qu'il s'est impulsivement immiscé au milieu de leur combat. Les 2 frères, Shun Mao et Mao Jun, les regardent fixement, se demandant qui est ce nouveau challenger. Reconnaissant son uniforme, ils le rejettent comme un simple bâtard et un étudiant admis sur dérogation. Avec un sourire narquois, Shun Mao dit à son frère qu'il va vite lui arracher la tête. Avec une éclaboussure de sang frais au sol, une voix dit simplement « D'accord ». Enragé par l'interruption, Shun Mao déclare vouloir arracher la langue de Kang Jeomma pour l'insulte. Kang Jeomma évalue frénétiquement ses options, réalisant que sa bénédiction indolore de 30 secondes ne sera pas suffisante pour survivre. Ses yeux s'écarquillent alors qu'une nouvelle idée dangereuse le frappe soudainement.
Il baisse les yeux, pensant « mais », tandis qu'une faible lueur émane du sol. Il se souvient du pouvoir écrasant et douloureux de la bénédiction du dieu de l'épée. Debout sous un projecteur solitaire avec son sac, il raffermit sa résolution. Les deux frères regardent, complètement déconcertés par son immobilité soudaine. Il tend calmement la main dans son sac et en sort le couteau de cuisine lumineux. Stupéfaits, les brutes éclatent de rire moqueurs, demandant ce qu'il fait et s'il plaisante. Trouvant la situation hilarante, Shun Mao charge en avant, promettant de rendre sa mort aussi indolore que possible. Il saute en l'air, hurlant qu'il commencera par écraser la tête du bâtard. Kang Jeomma tient bon, imperturbable face à l'attaque. Réalisant qu'il ne peut pas faire la fine bouche, il sait qu'il doit juste tenir 30 secondes. Une fenêtre système apparaît, confirmant que sa bénédiction indolore est maintenant active pendant 30 secondes. Alors que son couteau lutte intensément, un autre message système annonce que la bénédiction du dieu de l'épée a également été activée. Son attaquant hurle de rage, se demandant ce qu'un vulgaire couteau de cuisine peut bien faire. Kang Jeomma serre les dents, se préparant à affronter le corps massif de son adversaire. Ses yeux brillent d'une intense concentration tandis qu'il se rappelle que sa cible n'est pas seulement un corps massif, mais un être humain. Un chef demande si les couteaux à sashimi peuvent couper des gens, mais son supérieur chauve réfute furieusement l'idée comme une pure fantaisie cinématographique. Un message sinistre apparaît en gros plan sur un œil, laissant entendre que couper ça provoquera une transformation. Un brillant éclair de lumière éclate dans l'obscurité, signifiant une puissante explosion d'énergie. Vacillant sous un coup, un homme aux cheveux bruns en uniforme rouge pousse un cri de douleur. Dans un éclair rouge, Jeomma déchaîne une entaille rapide et décisive avec sa lame brillante. L'homme aux cheveux bruns gît vaincu sur le sol carrelé, regardant Jeomma avec choc. Jeomma se tient au-dessus des restes ardents et se dissolvant de la créature invoquée par son adversaire. Un aperçu du prochain épisode annonce de manière inquiétante la contre-attaque des frères Mao. La scène revient sur un jeune chef demandant pourquoi les gangsters mangent traditionnellement du sashimi. Le chef chauve tressaille de terreur alors qu'un couteau s'enfonce soudainement dans le mur, à quelques centimètres de sa tête. Le maître rappelle calmement au jeune chef de s'adresser à lui correctement, révélant que son propre mentor était un ancien gangster. Il se souvient comment son mentor a quitté la vie de gangster pour fonder un restaurant de sushi, utilisant son couteau pour apporter de la joie aux gens. Le jeune chef explique qu'il était curieux de savoir si le cliché cinématographique des criminels utilisant des couteaux à sashimi était vrai dans la vie réelle. Le maître explique l'efficacité mortelle d'un couteau à sashimi fin, parfait pour des coups répétés. Enragé par la question stupide, le maître frappe son apprenti, hurlant que ses idées romantiques sont impossibles. De retour dans le présent, l'homme vaincu, Shun, observe avec horreur un énorme gantelet rouge descendre sur lui. Son visage est un masque de pure terreur alors qu'il attend le coup inévitable et écrasant. Chloé, la fille rousse, observe la brutale confrontation avec une expression sombre et sérieuse. Jeomma se tient impassible au-dessus d'une fosse de feu, une mystérieuse énergie violette tourbillonnant depuis ses profondeurs. Shun hurle d'agonie, serrant le moignon sanglant où son bras vient d'être sectionné. Ses yeux s'écarquillent d'incrédulité horrifiée tandis qu'il réalise la perte de son bras. Ashik. Il frissonne de douleur et de terreur, fixant l'impassible Jeomma. À terre et vaincu, Shun supplie désespérément son adversaire de rester loin. Il balbutie pour obtenir de l'aide, tandis que Jeomma se dresse au-dessus de lui, lame à la main. Sa peur se transforme en rage désespérée tandis qu'il hurle, pour que quelqu'un l'aide. Un homme en costume bleu apparaît, l'air choqué alors que Shun, blessé, appelle à l'aide de son frère. Des larmes de douleur et de rage coulent sur le visage de Shun tandis qu'il maudit le salaud qui l'a attaqué. Aïe! Il étouffe un autre cri d'agonie, son visage tordu de douleur. Sans hésitation, Jeomma tourne son attention vers le frère nouvellement arrivé, lançant une attaque rapide. Le frère réagit avec une surprise totale alors que l'attaque lui parvient. Un éclair rouge remplit l'écran, signifiant un impact brutal. Une goutte de sueur roule sur le visage du frère tandis qu'il est témoin de la férocité de son adversaire. La scène se concentre sur le visage de Shun alors qu'il est brutalement lacéré par l'attaque. Le frère aîné hurle le nom de son frère avec pure horreur à cette vue. Chloé est bouche bée, stupéfaite par la puissance impitoyable et écrasante de Jeomma. Le frère tente frénétiquement de rationaliser la situation, croyant que dans l'espace du vide, Shun ne peut pas être vraiment mort. Jeomma analyse intérieurement l'attaque, notant qu'elle lui a semblé étonnamment maladroite, comme une première tentative sur un humain.
Le frère questionne avec colère son propre tremblement de peur, se demandant si ce n'est qu'une coïncidence. Serrant le corps de Shun, il rejette la mort comme étant l'irresponsabilité de son propre frère et se prépare à combattre. Il rugit, libérant son pouvoir et se préparant à combattre avec les 2 gantelets activés. Une série de bénédictions s'active, amplifiant sa défense, sa capacité de saut et sa puissance de poing. Il se vante que ces bénédictions simultanées de rang S manifestent un pouvoir que même les dieux ne peuvent imaginer. Déclarant qu'il n'est rien comme Shun, il affirme avec confiance que même une arme de rang S ne peut percer ses défenses. Non impressionné par la démonstration, Jeomma commence silencieusement un compte à rebours dans sa tête. Le frère exige furieusement de savoir pourquoi Jeomma reste simplement inactif au lieu de l'affronter. Avec des yeux froids et brillants, Jeomma demande d'un ton moqueur si son adversaire marmonne ses dernières volontés. Avec un sourire maniaque, le frère se jette, criant son intention d'écraser la tête de Jeomma. Avant qu'il ne puisse porter un coup, il est instantanément empalé par de nombreuses lames bleues brillantes, son corps et ses gantelets se brisant. Ses yeux sont grands ouverts et sans vie, tandis que le sang coule de sa bouche, son arrogance complètement éteinte. Tandis que le corps du frère gît brisé, Jeomma continue calmement son compte à rebours. 2. Alors que ses yeux brillent d'un pouvoir bleu, Kang Jeomma compte mentalement la dernière seconde. Un Shunmao hébété ne voit que le noir, alors que sa conscience s'estompe. D'un coup puissant, Kang Jeomma déchaîne une attaque dévastatrice tandis que la jeune fille rousse observe de derrière. Le bras sectionné et le gantelet brisé de Shunmao gisent au sol, une fin fantomatique au combat. Kang Jeomma se réveille groggy, se demandant s'il est à l'hôpital. Il se redresse brusquement, encore désorienté par l'épreuve. Un homme blond à lunettes jette un coup d'œil prudent dans la pièce. En apercevant Kang Jeomma, l'homme blond crie avec étonnement que l'étudiant a ouvert les yeux. Surpris, Kang Jeomma reconnaît un visage qu'il n'a jamais vu mais qu'il a l'impression de connaître. Il réalise que 2 des héros des 7 étoiles, Siegfried et Médée, se tiennent devant lui. Le récit présente Siegfried, le héros le plus fort de l'humanité qui le fixe silencieusement. La directrice de l'académie, Médée Poison, lui fait un signe de la main amicale, demandant à Kang Jeomma s'il va bien. Médée lui demande son nom, mais Siegfried l'interrompt, confirmant que c'est bien Jeomma. Siegfried va droit au but, regardant l'étudiant et déclarant « Tu es Jeomma ». Alors que Siegfried se tient près de son lit, Kang Jeomma reste silencieux, contemplant la situation. Il réfléchit au combat, réalisant que si le pouvoir lui semblait étranger, les actions étaient indubitablement les siennes. Reconnaissant Siegfried comme un monstre, Kang Jeomma conclut qu'il est préférable de ne pas l'antagoniser. Kang Jeomma admet que ses actions dans le sous-espace étaient excessives et accepte d'en subir les conséquences. Siegfried et Kang Jeomma se toisent dans une confrontation tendue et silencieuse. Médée réprimande Siegfried d'être si dur avec le jeune étudiant. Se penchant, Médée révèle que Siegfried a en fait débloqué ses méridiens obstrués pendant qu'il était inconscient, se moquant de l'entêtement du vieil homme. Elle s'approche de manière séductrice, demandant à Kang Jeomma de regarder au moins son beau visage. Alors que Kang Jeomma recule, Siegfried le met en garde contre quelque chose et Médée taquine avec espièglerie le garçon pour sa timidité. Médée demande pourquoi on l'appelle le maître de l'épée, commentant que son corps se sent maintenant étrangement léger mais dense. Elle se penche pour lui chuchoter que le personnel de l'académie a examiné la vidéo de sa bataille. Médée le loue dramatiquement pour avoir héroïquement défendu une étudiante, le qualifiant de prince dont elle a toujours rêvé, au grand agacement de Siegfried. Se corrigeant, elle déclare qu'il était le héros en personne, ce qui provoque un sévère « Médée de Siegfried ». Agacé, Médée s'éloigne du lit, tandis que Siegfried lui conseille de maintenir sa dignité. Médée assure à Kang Jeomma que ses actions ne poseront pas de problème, révélant que les jumeaux intimidateurs n'avaient été admis que par favoritisme, et s'étaient depuis retirés. Trouvant toute la situation alléchante, Médée observe Kang Jeomma traiter calmement la nouvelle. Siegfried félicite Kang Jeomma, le déclarant meilleur élève, tandis que Médée demande s'il voudrait. Complètement déconcerté, Kang Jeomma ne peut que marmonner. Quoi ? Hein ? Incrédule. Sa confusion explose en un unique et emphatique « Hein ?» Un aperçu du prochain épisode montre Kang Jeomma courant, se lamentant de la façon dont son objectif d'une vie sans problème a déjà mal tourné. Une carte de fin affiche le grand bâtiment de l'académie. Médée soupire, regardant par une grande fenêtre depuis un bureau majestueux. Sirotant une tasse de thé, Médée remarque qu'en plus de 20 ans à la tête de l'académie,
Rien de tel n'était jamais arrivé. Kang Jeoma s'assied silencieusement, son expression ferme et sérieuse. Médée et Siegfried sont tous deux montrés avec des expressions de choc et d'incrédulité. Médée supplie Jeoma de reconsidérer, remettant en question s'il comprend vraiment la signification d'être dans la classe étoile. Siegfried se demande s'il a mal entendu, expliquant que le meilleur élève a été désigné par les résultats du sous-espace, malgré la fureur des aînés. Kang Jeoma les regarde droit dans les yeux et rejette catégoriquement le poste, laissant Médée sidéré en silence. Plus tard, Médée demande à Siegfried s'il est juste contrarié que sa petite fille ait perdu le premier rang, qualifiant sans doute d'immature puisqu'il a vu la vidéo. Siegfried soutient que remettre en question la notation du sous-espace est ce qui est vraiment immature, déclarant qu'ils doivent suivre le choix de l'académie, à moins que... Il boute intérieurement, pensant que le résultat est inacceptable compte tenu du manque de compétences notables, de capacités physiques ou d'expérience de Kang Jeoma. Un éclair d'énergie intense et violente traverse l'écran. Le visage de Siegfried se tord d'une fureur à peine contenue. Un souvenir surgit, montrant Siegfried à son apogée, l'incarnation du bretteur ultime. Il se souvient avoir trouvé Kang Jeoma effondré, notant que le corps chétif du garçon n'avait manifestement jamais subi d'entraînement physique. Une visualisation montre de l'énergie bleue circulant à travers les canaux énergétiques du corps, les restaurants. Siegfried écoute attentivement, un léger sourire aux lèvres, tandis qu'il contemple la situation. Posant sa tasse avec un léger bruit, il s'avoue que même à son âge, il reste très compétitif. Siegfried se dit que le garçon est séduisant et que son style de combat héroïque est stupéfiant, se demandant s'il a encore une chance. Médéa interrompt ses pensées, demandant au vieil homme à quoi il pense, mais Siegfried reste silencieux. Siegfried pose une question à Médéa, lui demandant comment les étudiants universitaires appelleraient une femme comme elle. Un rougissement se répand sur le visage de Médéa, tandis que son cœur bat la chamade d'anticipation. Siegfried commence à répondre par sale, avant de terminer le mot par un tranchant « point hop ». L'insulte implicite lui fait cracher sa boisson dans un jet violent. La scène change alors que Kang Jeoma se tient seul au bas d'un grand escalier vide. Il lève les yeux vers un panneau suspendu, lisant silencieusement le nom de sa nouvelle demeure, Classe Loup. Dans un flashback, Kang Jeoma demande à être en classe tigre, mais Médéa explique que le meilleur élève n'est pas autorisé à être un tigre. Médéa sourit d'un air complice, pensant qu'en échange de cet arrangement elle gardera son secret. Elle murmure que le mettre en classe tigre ne ferait que causer plus de problèmes avec les anciens, à sa grande confusion silencieuse. Ouf! Soulagé, Kang Jeoma entre dans la salle de classe, satisfait que son plan pour une vie scolaire tranquille soit toujours sur les rails. Pan, la porte de la salle de classe s'ouvre soudainement à la volée, révélant un Kang Jeoma choqué. Il entre dans le grand amphithéâtre, surpris de le trouver déjà rempli d'autres étudiants. Un étudiant au visage sévère exhorte silencieusement au calme, tandis qu'une fille aux cheveux verts à ses côtés s'éclaircit la gorge. Ah ah ah. Des rires éclatent dans la salle tandis que les étudiants se moquent du nouveau venu, trouvant la situation insensée. Marchant dans l'allée, Kang Jeoma ressent le poids de leurs regards, souhaitant qu'ils l'ignorent complètement. Il se penche sur un bureau vide, concluant que le directeur a finalement réussi à garder les choses discrètes, malgré la tension. Fredonnant pour lui-même, il décide qu'être un paria avec une vie tranquille est en fait une bonne chose. La fille aux cheveux roux du combat dans le sous-espace s'approche timidement, le remerciant de son aide. Elle continue nerveusement, commençant à parler de ce qui s'est passé pendant le test. Kang Jeoma rejette sa gratitude, affirmant que n'importe qui aurait agi de la même manière dans cette situation. Alors que la fille insiste pour le remercier, il se sent intérieurement hypocrite, sachant qu'il n'a agi que pour se sauver lui-même. Réalisant qu'ils ne se sont pas correctement présentés, il lui dit que son nom est Kang Jeoma. La fille sourit, se présentant comme Chloé, et exprimant sa surprise qu'ils soient dans la même classe alors qu'ils échangent des salutations. Kang Jeoma sent qu'il est trop tôt pour introduire un nouveau personnage, sa pensée coupée court par une réalisation soudaine. Il demande instamment à Chloé de garder secret l'incident survenu pendant l'examen, et elle accepte volontiers. Leur conversation est interrompue lorsqu'un instructeur entre, ordonnant bruyamment à tous les étudiants de prendre place. D'un coup sec, l'instructeur ferme son livre et commence son discours en félicitant les nouveaux étudiants. Il se présente comme Lee Won-bin, l'instructeur de la classe Lou, et dit aux étudiants d'embrasser leur fierté. Lee Won-bin annonce l'activité de leur premier jour, l'exercice physique, leur donnant 30 minutes pour se préparer. Un étudiant à lunettes lève la main pour demander les détails du programme d'entraînement. L'instructeur énumère la routine simple, 100 pompes, abdominaux, squats et 10 tours,
ce que les étudiants trouvent facile. Est-ce une référence à One Punch Man? Kang Jeong-ma se demande silencieusement si cet exercice est conçu pour les rendre chauves. Kang Jeong-ma s'approche de l'instructeur qui lui demande comment il peut l'aider en l'appelant par son nom. Affirmant qu'il se sent mal, Kang Jeong-ma complote intérieurement pour trouver un moyen d'échapper à l'entraînement fastidieux. L'instructeur se souvient des éloges de Medea pour son meilleur élève, Jeong-ma, et de ses instructions pour qu'il assiste à des cours de tous les niveaux. Hanté par de petits fantômes, Kang Jeong-ma se souvient de l'ordre de la vieille femme de garder les choses secrètes. Il retire rapidement sa plainte, affirmant qu'il a soudainement besoin d'aller aux toilettes et louant le timing parfait de l'instructeur. Un pied chaussé d'une chaussure de course frappe la terre alors que l'entraînement physique commence. Les étudiants courent des tours sur la piste, se plaignant de leurs jambes tandis que d'autres leur crient de se dépêcher. Maudissant sous son souffle, Kang Jeong-ma peine à suivre le rythme, déjà épuisé par la course. Alors qu'il prend de plus en plus de retard, il pense qu'il va mourir à ce rythme. Chloé le rattrape, exprimant son inquiétude qu'il n'ait pas l'air bien à sa grande surprise. Forçant un sourire, Kang Jeong-ma insiste qu'il va bien tandis que Chloé lui demande combien de tours il a réussi. Il retourne rapidement la question, demandant à Chloé pourquoi elle traîne derrière. Avec un regard déterminé, Chloé révèle qu'elle en est déjà à son 7e tour. Alors que Chloé fonce loin devant, un Kang Jeong-ma sans voix ne peut que la regarder partir. Haletant lourdement, Kang Jeong-ma continue de peiner, complètement épuisé par la course. Un aperçu montre une personne mystérieuse entrant dans le dortoir, promettant une vie scolaire tourmentée à venir. Alors que le coucher de soleil jette une lueur dorée sur le grand bâtiment de l'académie, la journée touche à sa fin. Bang! Une bouteille est violemment claquée sur une table de nuit, de frustration. Allongé épuisé dans son lit de dortoir, Kang Jeong-ma maudit en réalisant qu'il est affamé. Son esprit s'évade vers la cafétéria animée et grandiose de l'académie, remplie d'étudiants. Il s'imagine crier désespérément à ses camarades qu'il est affamé comme un fou. Dans sa fantaisie alimentée par la faim, il se précipite au comptoir pour commander avec empressement du riz au porc épicé. Sa rêverie s'arrête brusquement lorsqu'il aperçoit une machine à tickets, réalisant avec horreur que la nourriture n'est pas gratuite. « Je reviens tout de suite !» crie-t-il, passant une commande anticipée de riz au porc épicé alors qu'il s'élance. Fixant un menu géant, il est choqué de voir qu'un seul bol de riz au porc épicé coûte 50 000 wons. Sérieusement? 50 000 wons? pense-t-il, stupéfait dans une contemplation silencieuse par le prix exorbitant. Il se débat violemment dans son lit, lâchant une malédiction frustrée, alors que le cauchemar de la faim continue. S'asseyant, il fulmine que le prix est un vol manifeste, sa faim restant insatiable. Il désespère, réalisant qu'il est presque fauché et regrettant amèrement sa fierté insensée d'avoir refusé une allocation. Fixant une bouteille d'eau bon marché, il se lamente d'avoir survécu avec elle pendant des jours et regrette les repas gratuits. Submergé par la misère et la faim, il tire les couvertures sur sa tête. Soudain, une fenêtre système bleu apparaît devant lui, annonçant une mise à jour de sa bénédiction et une augmentation de son niveau physique. La fenêtre détaille son niveau physique passant à 12 et des contraintes assouplies sur sa bénédiction d'épée qu'il réalise avoir été invoquée juste en y pensant. Admirant ses abdominaux nouvellement définis dans le miroir, il conclut que l'entraînement douloureux n'a finalement pas été inutile. Il se demande si cette évolution physique est due au maître épéiste qui a activé ses points de pression. Une notification clarifie que la bénédiction du dieu de l'épée est toujours limitée aux lames de la taille d'un couteau à sashimi. Il se rappelle qu'il craignait autrefois les épées, mais maintenant ses mains le démangent sans une, se demandant si c'est l'influence de la bénédiction. Un bruit soudain provenant de son seuil attire son attention, et il se tourne, se demandant qui est là. Jetant un coup d'œil par la porte entr'ouverte, il demande prudemment qui c'est. « Hein ?» À sa surprise, une Chloé troublée est là, demandant nerveusement si elle interrompt sa pause. Il la rassure calmement qu'elle n'interrompt pas et lui demande pourquoi elle est venue dans sa chambre. Chloé explique qu'elle était inquiète, car il n'est pas allé à la cafétéria et demande s'il ne se sent pas bien. Il ment en disant qu'il n'aime pas la nourriture préparée par d'autres, tandis que son fort intérieur bave, la désirant désespérément. Alors que Chloé accepte sa piètre excuse, il lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui. Chloé suggère alors qu'ils prennent le souper ensemble à la boutique du campus, prenant un Jeong-ma stupéfait complètement par surprise, alors qu'elle confirme ses intentions. Maintenant habillé, il court devant, se vantant de savoir cuisiner, et confirmant que son dortoir est de l'autre côté de la rue tandis qu'elle le suit. Vraiment délicieux, remarque Chloé après avoir goûté le repas qu'il a préparé, et il répond qu'il est ravi. Alors qu'il fouille dans le réfrigérateur,
Il révèle que son expertise dans la préparation du poisson vient du fait qu'il a vécu dans une ville balnéaire, choquant Chloé. Génial, dit-il avec un regard déterminé. Mes mains me démangeaient de faire quelque chose, laissant Chloé perplexe. Ses yeux brillent de concentration tandis qu'il sort un couteau de cuisine de son bloc. Il demande un couteau plus long, mais Chloé explique que ses armes sont toutes des sortes d'épées, ce qu'il accepte. « Jeoma !» s'écrie-t-elle, attirant son attention. Avec un sourire acéré et intense, elle lui présente un katana étincelant, le laissant sans voix. Submergé par la vue du katana, il refuse poliment et décide de s'en tenir au couteau de cuisine. Les yeux brillants de bleu, il tient le couteau de cuisine au-dessus d'un poisson, résolu à l'utiliser tandis que Chloé observe attentivement. Tandis qu'il se concentre, il se remémore son titre de plus grand épéiste du pays dans sa vie passée. « Bénédiction du dieu de l'épée, active-toi » ordonne-t-il, imprégnant le simple couteau de cuisine d'une puissance incroyable. « Wow, c'est délicieux !» s'exclame Chloé après une autre bouchée, tandis qu'un Kang Jeoma béatement satisfait observe. Lorsqu'elle lui demande comment il est si doué en cuisine, il révèle nonchalamment qu'il a déjà travaillé à temps partiel dans un restaurant japonais. Sa confusion totale face au concept de petit boulot lui fait réaliser leur monde différent, le poussant à s'excuser. Il change habilement de sujet, disant qu'il est juste content qu'elle ait apprécié le repas, tandis qu'elle hoche la tête à plusieurs reprises. « Tu as cuisiné, alors je ferai la vaisselle », déclare Chloé, avec un sourire éclatant, une offre qu'il accepte volontiers. Avec un sourire narquois, Kang Jeoma observe Chloé manipuler maladroitement la vaisselle, un moment tranquille de domesticité s'installant entre eux. Il contemple la magnifique pleine lune, un bourdonnement satisfait s'échappant de ses lèvres, tandis qu'il savoure la nuit paisible. Crash! Un bruit soudain brise le calme, et il est surpris par l'excuse paniquée de Chloé depuis la cuisine. Alors que Chloé s'excuse frénétiquement, il rit, la taquinant en disant qu'elle n'a probablement jamais fait la vaisselle auparavant, une tâche qu'il connaissait bien à son âge. Alors qu'il retourne dans sa chambre, un livre sur le bureau s'ouvre soudainement, attirant son attention. Le livre ouvert révèle des pages manuscrites ornées de jolis autocollants, suggérant qu'il s'agit d'un journal intime. Réalisant que c'est un journal intime, il voit une entrée décrivant sa gratitude d'avoir été sauvé lors du test de placement de classe. Il décide de remettre le journal à sa place, pensant que malgré tout, Chloé n'est qu'une fille normale, avec une jolie écriture et des autocollants. La curiosité prend le dessus, et il tourne la page, trouvant une entrée détaillant son coup de cœur palpitant pour lui, Kang Jeoma. Un doux sourire se répand sur son visage alors qu'il comprend sa timidité, pensant en lui-même qu'elle est mignonne. Il tourne une autre page. Son sourire se fige alors qu'il découvre page après page remplie d'une confession d'amour frénétique et répétée. Les mots obsessionnels submergent ses sens, son esprit chancelant sous le choc de l'intensité de ses sentiments. Un silence tendu tombe sur la cuisine, où Chloé se tient seule, un plat cassé sur le sol suggérant la paix brisée. La voix coupe la tension alors que Chloé, hors champ, pose la seule question qu'il redoutait. « As-tu lu mon journal intime ?» Un aperçu montre une Chloé désespérée, épée en main, déclarant sa résolution de rester en vie lors des épreuves à venir. Un flashback commence, expliquant comment les familles puissantes acquièrent de la réputation tandis que des factions corrompues au sein de celles-ci abusent de leur autorité. Le récit se concentre sur la famille Auditor de Sicile, un clan infâme qui maintient l'ordre en agissant comme assassin dans l'ombre. Dans un souvenir douloureux, une jeune Chloé est témoin des méthodes brutales de la famille, où les enfants subissent un entraînement sévère pour supprimer toute émotion. Son jeune moi observe avec horreur un membre de la famille subir une discipline sévère, sous le regard froid d'un aîné. Un instructeur lui force une épée dans ses petites mains, commençant son sombre entraînement d'assassin. À l'âge de 15 ans, elle a taché ses mains de sang pour la première fois, son enfance étant officiellement terminée. La scène la représente dos à dos avec l'aîné de la famille, un symbole de sa vie lié au chemin d'une assassine. Ayant entendu ces froides doctrines toute sa vie, Chloé accepta son destin d'assassin sans question. Un bref moment de vulnérabilité la montre se pinçant le nez, luttant pour réprimer une vague d'émotions accablantes. L'entraînement incessant a tordu sa nature même, projetant une ombre permanente et sombre au plus profond de son cœur. Avec son identité érodée et ses émotions réprimées, Chloé atteignit enfin l'âge d'entrer à l'académie. Elle se tient à part des autres étudiants talentueux, une étrangère dans un endroit rempli d'élite au moins de niveau dragon. Par décret familial, elle fut placée dans la classe commune, un accord secret passé entre les auditorés et l'académie. Le commandement de l'aîné résonne dans son esprit,
Sa mission à l'académie est de rester complètement indétectée. Alors que d'autres étudiants profitaient de leur jeunesse, elle se souvient comment sa famille lui a impitoyablement arraché chaque once de liberté personnelle. Résignée à son destin, Chloé accepta son rôle d'assassin, croyant que rien de ce qu'elle ferait ne pourrait jamais altérer son destin. Le flashback se déplace vers le test de placement, où un étudiant grossier avec une grande ceinture confronte agressivement son groupe. Soudainement, Kang Jeong-ma intervient, avertissant furieusement les brutes psychopathes de ne pas toucher à Chloé. Stupéfaite par son apparition soudaine, Chloé tremble, se demandant s'il n'est qu'un autre de ses tourmenteurs. Le brute déclare menaçant qu'il tuera Jeong-ma en premier, renforçant la conviction de Chloé que son destin de violence est immuable. Elle observe, résignée, convaincue une fois de plus que tout est simplement régi par un destin inéluctable et cruel. Dans sa perception, cette confrontation n'était qu'un autre événement inévitable qu'elle était destinée à endurer. Mais à mesure que les événements se déroulent, son expression change, une graine de doute étant plantée dans ses croyances de longue date. Dans un flou de mouvement, Kang Jeong-ma déchaîne son pouvoir, brisant ses attentes dans une démonstration brillante et violente. À ce moment-là, elle se souvient d'un réconfort secret de son enfance. Un conte de fées qu'elle lisait sous son oreiller. Le livre racontait l'histoire d'un chevalier courageux, un contraste frappant avec le monde d'assassins dans lequel elle avait été forcée. Elle se souvient du conte d'une princesse emprisonnée dans un château, une histoire qui a toujours remué quelque chose en elle. L'histoire parlait d'un prince qui apparaît pour sauver la jeune fille, et dans son esprit, ce prince a maintenant le visage de Kang Jeong-ma. Ses joues rougissent cramoisies alors qu'une sensation inconnue et picotante la traverse, un sentiment qu'elle ne peut identifier. Entourée des restes en ruine de la bataille, elle serre sa poitrine, submergée par cette nouvelle émotion. Et en ce moment de révélation, elle donne enfin un nom à ce sentiment puissant et grandissant l'amour. De retour au présent, Kang Jeong-ma arbore un sourire terrifié et maladroit, après avoir lu le point culminant de ses sentiments intenses. Chloé se tient devant lui, son expression illisible et ses yeux brillants d'une lumière menaçante, ses gants roses ayant maintenant l'air assez sinistre. Complètement terrifié, il panique mentalement, se demandant comment son plan pour une vie tranquille a pu si horriblement mal tourner. Tentant désespérément de désamorcer la situation, il commente maladroitement la jolie lune, mais Chloé reste silencieuse et menaçante. Faisant un signe d'adieu, Kang Jeong-ma dit à une Chloé silencieuse qu'elle lui a préparé le souper le plus savoureux qu'il ait eu depuis longtemps. Alors qu'il lui souhaite bonne nuit, Chloé demande soudainement s'il l'a vue. Il demande ce qu'elle veut dire, et elle lève énigmatiquement ses gants roses, répondant « ça ». Surpris, il se retourne et voit son journal intime toujours posé sur son bureau, réalisant avec un choc à quoi elle fait référence. Il tente de faire l'idiot, suggérant nerveusement qu'elle parle de son livre de référence, mais elle le coupe froidement, précisant « le journal intime ». Ses yeux s'écarquillent d'horreur, alors que la réalité d'être pris au piège s'installe. Soudain, Chloé dégaine son katana étincelant, ses yeux luisent de manière menaçante, tandis qu'une puissante aura l'entoure. Whump! Jeong-ma trébuche en arrière, en état de choc total, se demandant ce qui se passe. La scène recule pour montrer le 4e étage du dortoir, soulignant sa position élevée et piégée. En regardant par la fenêtre, il réalise avec effroi qu'il est complètement coincé. Il demande de quoi elle parle, tandis qu'elle trace une ligne rouge lumineuse sur le sol avec sa lame, le choquant. Avec une aura menaçante, Chloé avance lentement, son épée luisante d'une énergie dangereuse. Son esprit s'emballe de panique alors qu'il réalise avec horreur qu'elle vient réellement l'attaquer. Un carton-titre apparaît sur un fond rouge sang, étiquetant son état obsessionnel yandere. Il repense à son comportement précédent, choqué par le changement soudain et féroce de son attitude. Complètement horrifié, il ne peut pas croire la situation dans laquelle il se retrouve. La narration conclut que son terrifiant changement de personnalité a été déclenché par l'ouverture du journal. Il se dit que l'aura menaçante qu'elle émet est encore plus intense que celle des frères Mao. Un compte à rebours apparaît au-dessus de la confrontation tendue, indiquant qu'il ne reste que 9 secondes. Ses yeux paniqués se portent sur le couteau de cuisine posé sur une planche à découper, une idée désespérée se formant. Les yeux rouges luisants, Chloé jette un coup d'œil par-dessus son épaule, prête à frapper. Ouch! Il bondit en arrière juste à temps pour esquiver sa fente. Il se jette sur son bureau, pensant qu'un cutter pourrait être sa seule option. Chloé déchaîne une puissante entaille, une vague d'énergie dorée jaillissant de son épée. Ses yeux s'écarquillent en voyant l'attaque se diriger droit sur lui. Il se prépare, se préparant à contrer son attaque avec l'arme improvisée.
Dans sa main se trouve un petit couteau utilitaire orange. Sa minuscule lame est tendue. Une fenêtre système annonce de nouvelles compétences, son ingéniosité augmente sa résilience mentale et lui confère une intimidation temporaire. Ses yeux brillent d'un bleu éclatant tandis qu'il canalise son pouvoir dans la minuscule lame, son visage dissimulé dans l'ombre. Un message de sa bénédiction apparaît, lui conférant le pouvoir du dieu de l'épée. Chloé se jette en avant, son épée bleue luisante prête à l'abattre. Quand Gallo-Ma affronte sa charge, ses propres yeux et son couteau utilitaire luisant d'un pouvoir divin. Il s'adresse calmement à Chloé, notant que ses cheveux sont un peu longs. Une rafale de coups d'épée rouge vif remplit l'obscurité. Le chapitre se termine sur un aperçu d'une nouvelle fille aux cheveux cyan vifs, laissant entendre que l'histoire est sur le point de changer. Se réveillant dans son lit, une Chloé désorientée se frotte la tête et se demande où est Geomma. Maintenant complètement réveillée, elle cherche anxieusement dans la pièce vide, l'appelant par son nom. Elle se souvient l'avoir vu près de la fenêtre plus tôt et d'avoir jeté un coup d'œil. Poum! Elle frappe son lit de frustration. Son regard tombe sur son katana appuyé contre le bureau, et elle halète de surprise. Se pinçant le nez, elle pousse un soupir de soulagement, reconnaissante pour quelque chose. Un souvenir douloureux refait surface, l'aîné lui disant de ne pas s'inquiéter d'un incident sanglant de son passé. Maintenant, assise devant son épée, elle fixe l'obscurité, une humeur sombre s'abattant sur elle. Elle enfouit son visage dans son oreiller, se réprimandant furieusement d'avoir perdu connaissance à un moment si critique. Serrant son oreiller, elle agite les pieds, encore troublée et rougissante des récents événements. Avec un profond rougissement, elle se demande à voix haute si elle a dit quelque chose de travers pendant qu'elle avait perdu la mémoire. Elle remarque le couteau utilitaire orange sur le sol près de son lit, se demandant ce que c'est. Le ramassant, elle se gratte la joue, perplexe quant à la raison pour laquelle le couteau utilitaire de Geomma est dans sa chambre. En touchant ses cheveux, elle réalise qu'ils sont plus courts et se demande s'il a utilisé le couteau pour les couper. Les yeux pétillants et un rougissement déterminé, elle décide qu'elle doit écrire cet événement dans son journal avant d'oublier. Avec un sourire sinistre, Chloé commence à écrire dans son journal, ses yeux rouges brillant d'excitation. U.G.H. Quand Geomma se souvient de la chute, son corps dégringolant dans le ciel nocturne après la confrontation. Épuisé par l'épreuve, il s'effondre sur un banc proche pour récupérer sous le clair de lune. Il s'assied en silence sur le banc, contemplant les événements chaotiques sous le paisible ciel nocturne. Il réfléchit au style de combat de Chloé, notant comment son épée rouge incandescente vise sans relâche les points vitaux avec une intention létale. Se rappelant l'échappée belle, il frissonne, réalisant qu'il aurait été décapité s'il n'avait pas réagi à temps. Le souvenir glaçant de sa vie menacée lui envoie une vague de peur. Dans un éclair de mémoire, il se souvient avoir instinctivement visé son cou pour contrer son attaque mortelle. Heureusement, pense-t-il, la lame du couteau universel était trop courte, ne parvenant qu'à couper ses cheveux au lieu de sa gorge. Soupirant, il se sent soulagé d'avoir nettoyé le désordre, mais reconnaît que maintenir une vie paisible ici est incroyablement difficile. Il s'assied sombrement sur le banc, se tenant l'estomac tandis que la gravité de la situation s'installe. Des plumes blanches flottent à travers une lumière dorée céleste, symbolisant les bénédictions divines qui influencent ce monde. Il se souvient du protagoniste du jeu, un homme aux cheveux blancs, doté de l'une des deux bénédictions légendaires. Le pouvoir du protagonista vient de Balmung, une épée légendaire de rang SS, qui choisit son propre maître. D'autre part, il réfléchit amèrement qu'il est coincé avec un simple couteau à sashimi daikcho. Il se prend la tête de frustration, se forçant à se calmer et à retrouver son calme. En regardant les étoiles filantes, il se rappelle que ce n'est pas réel, mais se demande si quelqu'un dans ce monde est vraiment ordinaire. Résigné, il décide que même s'il ne peut pas comprendre les acteurs principaux, il en sait assez sur l'intrigue du jeu pour survivre. Il se souvient d'un point clé de l'intrigue. Le protagoniste est en retard pour l'inscription après avoir manifesté sa bénédiction divine. Connaître l'intrigue à mi-parcours est un avantage, pense-t-il, bien qu'il regrette de ne pas avoir terminé le jeu. Il visualise son chemin comme un choix, l'intrigue principale d'une vie tranquille ou une route cachée pour devenir roi, décidant de s'en tenir au plan. Dans son esprit, il voit le protagoniste à un bureau, entouré d'une puissante aura bleue. L'histoire s'intensifie alors qu'un commandant de corps démoniaque et ses forces apparaissent à l'extérieur, menaçant l'académie. Le conflit central du jeu est révélé une guerre entre démons et humains. En regardant une image du conflit sur son téléphone, il s'interroge sur le tournant soudain et sombre de l'histoire. Un autre étudiant s'inquiète qu'ils vont tous mourir,
tandis que Geoma se rappelle en interne avoir bravement supprimé le jeu à l'époque. Avec 3 ans restants dans l'histoire, il se résout à trouver un objectif réaliste, refusant d'accepter la mort sans combattre. Bien qu'il croie que le protagoniste sauvera finalement le monde, il sait qu'il a besoin de force pour éviter de devenir une victime de la guerre. Il considère sa stratégie, réalisant que s'il se démarque trop, il sera forcé de combattre sur les lignes de front. Il pense à sa bénédiction du dieu de l'épée, notant l'immense tension physique de l'utiliser avec un simple couteau à sashimi. Il examine une fenêtre système détaillant ses nouvelles statistiques, pensant que la performance semble solide pour l'instant. Se caressant le menton avec un sourire en coin, il s'interroge sur le nouveau contenu et les compétences qu'il ne reconnaît pas du jeu. Il analyse à nouveau la fenêtre système, déduisant que les chiffres pour le corps, l'esprit et l'équipement sont des concepts basés sur des niveaux. Clic curieux, il essaye d'accéder à plus d'informations en tapant sur son taux d'assimilation. Une erreur système rouge apparaît, bloquant son accès, car les conditions n'ont pas été remplies, le laissant confus. Réfléchissant au mystère de son don, il conclut que ses priorités immédiates sont l'entraînement physique et l'obtention d'une meilleure arme. Il sait qu'il ne peut pas compter sur la bénédiction indolore de 30 secondes et doit entraîner son maniement de l'épée, même avec une arme sous-optimale. Il vérifie son téléphone, se souvenant du prochain entraînement pratique d'extermination qui remplacera les examens de mi-parcours le mois prochain. La récompense de l'entraînement est une arme de grade B, qu'il pense être suffisante pour lui permettre d'obtenir son diplôme. Soupirant devant la longue liste de tâches à venir, il est soudainement interrompu par une voix qui demande « Excusez-moi ?» Il lève les yeux sous le choc pour voir une grande fille aux cheveux cyan, avec une épée se tenant au-dessus de lui. La fille aux cheveux cyan le regarde avec ses yeux jaunes saisissants, une goutte de sueur sur sa joue. Kang Jeong-ma la regarde fixement, complètement stupéfait par son apparition soudaine. La mystérieuse fille aux cheveux cyan se tient devant lui, alors qu'il reste assis sur le banc. Elle lui demande de se décaler un peu, et un Jeong-ma surpris ne peut que prononcer un simple « Ah ». Il se décale rapidement, se réprimandant intérieurement d'avoir regardé aussi intensément. Elle s'assied à côté de lui près d'une fontaine, précisant qu'il n'a qu'à se décaler un peu, tandis qu'il reste assis dans un silence stupéfait. Il se demande si le banc est sa place personnelle en raison d'une certaine hiérarchie de classe, mais décide finalement d'éviter l'héroïne. La jeune fille aux cheveux cyan tripote le col de sa veste blanche. Elle déclare joyeusement que c'est le meilleur endroit pour observer les étoiles, surprenant Jeong-ma qui tressaille. Ils sont assis dans un silence calme, légèrement gênant, sous le clair de lune. Il se demande si elle est vraiment Abel, la petite fille du légendaire épéiste du jeu. La jeune fille aux cheveux cyan demande si son arme est une épée, et un Jeong-ma surpris bégaye, demandant comment elle le savait. Elle commence à expliquer, se souvenant de quelque chose que son grand-père lui a dit un jour. Avec un regard entendu, elle affirme que les épéistes ont une expression particulièrement variée dans leurs yeux. Elle lui offre sa grande épée à la poignée dorée pour qu'il l'inspecte. Avec un sourire confiant, elle lui demande s'il veut tester ses compétences contre les siennes. Peu impressionné, Jeong-ma se dit que son offre ne le passionne pas du tout. Voyant son manque d'enthousiasme, la jeune fille aux cheveux cyan semble se dégonfler, tandis que Jeong-ma se demande ce qui ne va pas chez elle. Il se demande si c'est la même Abel que dans le jeu, trouvant son comportement étrange avant de commencer à lui parler. La jeune fille aux cheveux cyan le fixe d'un regard intense et inébranlable. Un flashback ou une vision montre un jeune homme blond et séduisant avec une expression déterminée. Le chapitre se termine par un carton-titre représentant la jeune fille aux cheveux cyan et son épée. Jeong-ma la regarde, toujours incertain, et recommence à s'adresser à elle. Il raisonne qu'elle ne peut pas être Abel, puisque tout le monde à l'académie sait qui est la vraie Abel. La jeune fille aux cheveux cyan déclare qu'elle ne le connaît pas, laissant Jeong-ma confus quant à son propos. Ricanant, elle qualifie leur situation de cliché, soulignant qu'il connaît son nom, Abel, mais qu'elle ne connaît pas le sien. Jeong-ma demande pourquoi il devrait lui dire son nom, et elle spécule qu'il pourrait être un espion du roi démon. Abel ajoute qu'il n'y a aucune bonne raison pour qu'il soit dehors seul si tard dans la nuit. Il trouve sa logique complètement absurde alors qu'elle tient son épée prête. Abel demande pourquoi il est sorti si tard, et il prétend faire de l'exercice, ce qui l'incite à demander quel genre d'exercice. Il dit avec un air impassible que son exercice est de respirer, ce qui la laisse complètement déconcertée. Elle le pointe du doigt, remarquant soudain les blessures sur sa main. Abel recule sous le choc, une prise de conscience soudaine lui venant à l'esprit. Jeong-ma observe silencieusement la jeune fille pensive qui semble assembler des pièces du puzzle. Se souvenant du conseil de son grand-père d'être toujours parfaite,
Abel admet qu'elle n'est pas la meilleure élève cette année. Elle avoue que c'était la première fois qu'elle perdait contre quelqu'un et lui demande s'il en était conscient. Abel explique que, bien qu'elle ait été soulagée, elle était aussi intensément curieuse de savoir qui avait réussi à la vaincre. Peft. Elle déclare son intention de trouver et d'écraser son adversaire la prochaine fois, envoyant un frisson de peur à Geomma. Il s'interroge sur sa réaction extrême, mais elle insiste avec colère que c'est une question de fierté. Furieuse, que le meilleur élève ne soit même pas de sa classe. Ah, soupire-t-elle, regrettant de s'être épanchée auprès d'un inconnu, tandis que Geomma se demande pourquoi elle lui raconte tout cela. Elle se penche près de lui, expliquant avec une moue qu'elle s'est ouverte à lui parce qu'il semblait faible. Abel partage la devise de sa famille d'être ferme avec les forts et miséricordieuse avec les faibles, admettant qu'elle n'a pas d'amis à cause de ses camarades de classe compétitifs. Après un grand étirement, Abel se prépare à partir, tandis que Geomma lui fait un adieu bref. Elle lui demande son nom une dernière fois, mais il refuse, provoquant un « et » indigné alors qu'il s'en va. La scène se déplace vers un grand amphithéâtre rempli de monde à l'académie. Assis à son bureau, Geomma réfléchit que sa nouvelle vie à l'académie a été plus calme qu'il ne l'avait anticipé. Il observe que Chloé s'est facilement intégrée à la classe, tandis qu'il passait son temps à l'éviter activement. Malgré les regards méprisants de Chloé et d'autres concernant son admission spéciale, il reste complètement indifférent. Il note qu'il y avait d'autres étudiants spéciaux, identifiables par leurs auras vertes, mais qu'ils restaient tous à l'écart par sentiment de droit. Geomma conclut qu'il est probablement préférable qu'ils ne soient pas dans la classe supérieure. Il se souvient des antagonistes du jeu, les considérant comme une bande de clowns. Une femme souriante aux cheveux verts et aux lunettes présente une carte, s'excusant pour l'attente et mentionnant un avantage pour le meilleur élève. Il reçoit avec gratitude une carte de membre du corps professoral, ressentant une immense gratitude envers le directeur de l'académie. Avec un air de pure béatitude, il vénère mentalement l'avantage qu'il vient de recevoir. Bien, pense-t-il avec un sourire en coin, espérant passer les 3 prochaines années tranquillement avec son nouveau privilège. La scène panoramique montre la grande académie, tandis qu'un narrateur commence une histoire vieille de 700 ans. La classe apprend qu'après la première guerre humain-démon, le héros Joachim Baller a fondé l'académie pour former la prochaine génération. Un instructeur âgé dessine un portrait du héros au tableau, rappelant aux élèves que cette histoire sera à leur examen. Un gros plan du dessin à la craie montre le visage déterminé du héros en armure, Joachim Baller. Dans un flashback, le héros capé se tient au bout d'un long couloir, faisant face à une lame démoniaque massive. L'histoire raconte sa bataille contre le formidable commandant de la première armée, un démon cornu et blindé. Un montage montre le héros combattant férocement et finalement sortant victorieux de la difficile bataille. 2 météores filent à travers le ciel nocturne, leur trajectoire destinée à entrer en collision dans un éclair de lumière. La narration explique que le héros fut si blessé au combat qu'il ne put plus y participer. La guerre devint une impasse brutale, avec des soldats tombés d'un côté et une horde infinie de démons de l'autre. Au milieu de la guerre, une trêve fut conclue et le héros Joachim établit l'académie pour préparer l'avenir. La magnifique académie Joachim fut construite comme un havre pour former les héros des générations futures. L'instructeur conclut la leçon, expliquant comment la guerre a mené à un traité de non-agression et 700 ans de paix. Murmure. Alors que d'autres étudiants bavardent avec désinvolture sur la guerre, Geomma écoute silencieusement depuis son siège. Geomma réfléchit sombrement qu'il est le seul, à savoir que cette longue ère de paix est sur le point d'être brisée. La doyenne aux cheveux verts médite sur son prochain mouvement, ignorant les pleines conséquences que ses actions entraîneront. Elle demande nonchalamment à Geomma s'il devrait sécher l'académie, tandis qu'il se moque nerveusement de sa suggestion surprenante. Ses yeux brillent de rage alors qu'elle perçoit une sombre anomalie, une perception octroyée par son pouvoir, le seigneur du poète. Dans une vision, elle se prépare à défendre les étudiants contre une horrible menace démoniaque teintée de rouge. Une lecture vidéo montre une image ensanglantée et malmenée de la doyenne, apparemment issue d'une future bataille. Clic-clic, Geomma regarde la sombre vidéo sur son ordinateur, son expression sérieuse, tandis qu'il clique sur sa souris. Clic. Après avoir regardé le clip, Geomma conclut avec une froide certitude. Donc elle meurt. La doyenne se tient seule sous les feux des projecteurs, tandis que les pensées de Geomma s'estompent. Si je ne savais pas, l'instructeur renvoie la classe, rappelant à tous d'étudier pour l'examen dans 2 semaines tandis que les étudiants murmurent de soulagement. Une soudaine agitation éclate alors que les étudiants se tournent, émerveillés, murmurant à propos d'une nouvelle arrivée en haut des escaliers. Une étudiante rousse demande à Geomma
Assis, ce qui se passe, mais il semble tout aussi confus. Jeomma consulte son téléphone, réalisant avec un choc qu'aujourd'hui, le 5 mai, est une date significative. Les étudiants envahissent un couloir, bavardant pour savoir si le nouvel étudiant attendu rejoindra la prestigieuse classe étoile. Jeomma se souvient d'un détail clé de l'intrigue du jeu, tandis que les étudiants autour de lui réagissent avec incrédulité. Jeomma, Chloé et un autre étudiant regardent sous le choc alors que la narration confirme le protagoniste s'inscrit aujourd'hui. Un bel étudiant aux cheveux blonds marche avec confiance à travers la foule stupéfaite, identifié comme le personnage principal du jeu. Un portrait confirme l'identité du nouvel étudiant, le puissant et déterminé Léon van Reinhardt. Un mur de pierre se fissure sous la pression, symbolisant la fin imminente des 700 ans de paix. Un aperçu montre la rousse Chloé, tenant menaçant une épée en bois au-dessus d'un Jeomma nerveux. Alors que les étudiants s'évanouissent, la narration explique que le charisme de Léon est central à l'intrigue, faisant que chaque femme tombe amoureuse de lui. Dégoûté par les éléments de harem du jeu, Jeomma réfléchit que Léon serait mort sans l'aide des héroïnes. Il se souvient des 3 héroïnes SSR principales, Rachel la lancière, Saki l'archère et Abel la maître d'épée. Alors que les étudiants chuchotent à propos de Léon, Jeomma observe de loin, pensant à quel point la situation est agaçante. Une étudiante s'extasie devant Léon, ignorant qu'ils seront tous enrôlés pour la guerre dans 3 ans. Se remémorant son propre service militaire obligatoire, Jeomma réalise sombrement qu'il est sur le point d'être enrôlé une 2e fois. Il lève les yeux avec un sursaut, une réalisation soudaine l'envahissant. Avec un sourire contraint, il pense qu'il aimerait dire quelque chose de gentil, mais il s'interrompt, connaissant l'avenir. La rousse Chloé demande si quelque chose ne va pas, mais Jeomma écarte rapidement son inquiétude, disant que ce n'est rien. Ouf. Chloé soupire de soulagement, bien qu'elle le regarde toujours avec suspicion, se demandant qui il est vraiment. L'épée de Chloé irradie une intention de tuer rouge et lugubre si puissante qu'elle donne des frissons à Jeomma. Hanté par son aura intense, il contemple son invitation à dîner, pensant en lui-même « un dîner, hein ?» Transpirant, Jeomma sent qu'il ne peut refuser son regard intense mais craint de se réveiller dans le frigo, s'il accepte. S'armant de courage, il décide de demander un service à Chloé au lieu d'accepter son invitation à dîner. Saisissant un bâton en bois, il pense que demander un entraînement est une assez bonne excuse pour échapper au dîner. Au lit, il regarde une vidéo sur « Comment gérer les types Yandere », un rituel nocturne qu'il a commencé pour survivre. Chloé, vêtue décontractée avec une épée, demande si elle a l'air bizarre, rougissant tandis que Jeomma balbutie que non. Jeomma sourit, tendant un bâton en bois comme une rare opportunité d'entraînement. Confuse, Chloé demande pourquoi ils n'utilisent pas de vraies épées pour leur entraînement. Sans prévenir, Chloé se jette avec une aura rougeoyante, choquant complètement un Jeomma stupéfait. Son bâton en bois percute le sien avec une force surprenante, le prenant au dépourvu. Merde, pense-t-il, réalisant en panique à quel point elle est rapide. Bam! L'impact de son coup résonne dans l'air. Leurs bâtons s'entrechoquent alors qu'ils s'affrontent, adoptant tous deux une position ferme. S'efforçant de bloquer son coup aérien, Jeomma réalise que ce n'est pas un entraînement normal. Il serre les dents, s'accrochant à peine face à son assaut implacable. Sautant dans les airs, Chloé prépare une autre attaque alors qu'il se demande quand elle est passée au-dessus de lui. Il se prépare, notant avec alarme qu'elle ne cesse d'accélérer. Leurs bâtons se connectent à nouveau dans un échange furieux de coups. Il peine à garder l'équilibre, réalisant que son assaut implacable ne s'arrêtera pas. Un montage de leur affrontement féroce le montre se défendant désespérément contre son flot d'attaques. Il grimace, réalisant que ses coups sont incroyablement lourds et qu'il est à sa limite pour les dévier. Crac! Son bâton en bois se brise sous la pression de son coup final. Alors que Jeomma est désarmée, Chloé s'excuse d'avoir cassé le bâton, admettant qu'elle essayait d'être douce. Elle le regarde avec inquiétude, l'appelant par son nom. Jeomma, une fenêtre système apparaît, annonçant que les conditions d'armes ont été remplies. Alors que Jeomma est enveloppé d'une énergie sombre et tourbillonnante, les messages système déclarent une erreur et une diminution de son niveau d'humanité. Une carte de titre apparaît pour « La bénédiction divine du dieu de l'épée ». Un aperçu du prochain chapitre montre Jeomma avec des yeux bleus lumineux, submergé par ses démons intérieurs. Dans une scène radicalement différente, un homme en uniforme blanc se tient sous les projecteurs, se demandant où il est. Maintenant dans une cuisine, l'homme, identifié comme Kim, se demande si tout jusqu'à présent était un rêve.
Il se souvient qu'il préparait un poisson et décide de se remettre au travail. Kim envisage d'utiliser un couteau de chef chinois qu'il n'a pas utilisé depuis longtemps. Un message d'erreur clignote, lui disant qu'il ne peut pas choisir cet objet, le laissant confus. Il essaye ensuite de sélectionner un couteau différent, mais un autre message d'erreur refuse son choix. Il se résigne à utiliser la dernière option, un couteau à sashimi, notant que le tenir est généralement douloureux. Tenant le couteau près d'un poisson, il est surpris de constater qu'il se sent bien, voire rafraîchi. Contrôlé comme une marionnette par des mains invisibles, Kim déclare qu'il va créer un incroyable chef-d'œuvre. De retour au duel, une notification système annonce que « Chaleur » a été activée. Geomma émane maintenant une aura bleue puissante et scintillante. « Geomma, ça va ?» demande une Chloé inquiète, sentant le changement. Une puissante décharge d'énergie bleue éclate de Geomma. Il bloque sans effort le bâton de Chloé, son aura sombre la submergeant. Alors qu'elle essaye de le retenir, Chloé crie son nom, l'exhortant à attendre. Il libère une onde de choc qui la projette en arrière à travers le hall. Avec des yeux blancs lumineux, elle hurle de choc et de douleur face à la force écrasante. Serrant les dents, elle remarque qu'il semble être une personne complètement différente maintenant. Bim! Il dévie sa prochaine attaque avec un flash brillant de lumière dorée. Arg! S'écrie-t-elle, trébuchant en arrière pour retrouver son équilibre. Ses yeux brillent d'une intense lumière bleue, tandis qu'une aura menaçante l'entoure. Trébuchant et serrant sa poitrine, Chloé réalise que quelque chose ne va terriblement pas, et décide qu'elle doit arrêter le match. Il se jette en avant, tendant une main vers elle. Chloé observe sa main approcher, l'appelant par son nom dans un état second. Il libère un puissant rayon de lumière aveuglant de sa main. Submergée par la lumière éclatante, Chloé hurle son nom une dernière fois. La scène revient à Kim, qui regarde autour de lui confus, demandant « Hein, qu'est-ce qui se passe ?» De retour dans l'étrange cuisine, Kim est déconcerté par un poisson qui esquive son couteau à plusieurs reprises et rapidement. Agacé, Kim s'apprête à fileter le poisson bruyant, mais il s'interrompt, se demandant s'il imagine qu'il prononce son nom. « Geomma ?» Une voix crie « Geomma !» et alors qu'une figure bleue et glitchée apparaît, Kim réalise avec une horreur naissante. « Oui, c'est ça, c'est moi. » La vision change, montrant Geomma dans son uniforme scolaire, tenant un couteau avec une faible aura rouge émanant de son corps. Alors qu'une voix l'appelle par son nom, les yeux de Geomma s'écarquillent, avec une réalisation soudaine et saisissante. La scène revient brusquement au duel, où une Chloé déterminée crie « Geomma, reprends-toi !» Son bâton en bois s'écrase sur le sol avec une force incroyable, fissurant le sol en pierre. Alors que son bâton vole dans les airs, Geomma intervient, la rattrapant pour arrêter le combat. La maintenant fermement, il sourit calmement et déclare « Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. » Rouge et malmenée, Chloé demande des nouvelles de la douce récompense qu'il a mentionnée, sa préoccupation se déplaçant vers son état. Geomma lui fait un signe rassurant et un sourire, lui disant qu'il va entrer le premier. Chloé marche seule dans le couloir, perdue dans ses pensées, alors qu'elle repense à tout ce qui s'est passé depuis le test d'affectation de classe. Elle réalise qu'elle comprend maintenant que la compétence de Geomma n'est pas seulement de la force brute, mais possède une qualité étrange et troublante. Elle conclut que son pouvoir n'est pas une simple compétence, mais un instinct terrifiant et brut. Même si sa bénédiction cachée s'est manifestée inconsciemment, elle admet qu'elle était complètement dépassée. Et, réalise-t-elle, il l'a vaincue si facilement en utilisant seulement une épée d'entraînement à moitié efficace. Alors qu'elle réfléchit à la force de Geomma, un étudiant masqué aux cheveux roux s'approche, notant avec un sourire narquois qu'elle semble s'amuser. Un titre identifie le nouvel arrivant comme Nox Aditor, un étudiant de 2e année qui appelle Chloé par son nom. Nox la regarde de haut, lui demandant si elle ne gâche pas son temps à l'académie en fréquentant des gens de basse extraction. Apprenant le nom de Geomma, Nox profère une froide menace. La famille Aditore l'éliminera si elle continue de le fréquenter. Chloé lui rend un regard défiant, déclarant que même toute la famille Aditore ne pourrait pas gérer Geomma. Nox se retourne et s'éloigne, semblant méditer sa déclaration audacieuse. La scène retourne aux pensées intérieures de Geomma, où il déplore que son pouvoir ressemble moins à une bénédiction divine qu'à une malédiction. Pour éviter de dépendre du pouvoir du dieu de l'épée, il se souvient avoir cherché de nouveaux équipements, considérant 3 couteaux différents. Mais ses efforts furent vains, car la malédiction semblait se moquer de lui en prenant le contrôle de son corps. Il se souvient d'avoir été manipulé comme une marionnette, la malédiction chuchotant ces mots doux et dangereux.
La voix de la malédiction résonne dans sa mémoire, le poussant à couper plus profondément, détruire plus. Il se souvient du moment où il a abandonné son corps, sa volonté brisée par le pouvoir accablant de la malédiction. Mais ensuite, il a entendu le cri désespéré de Chloé, prononçant le nom qu'il avait fini par accepter comme le sien. Son cri brisa l'influence de la malédiction, rassemblant les fragments de son monde fracturé. Dans ce moment de lucidité, il jeta l'épée d'entraînement, craignant de se perdre à jamais s'il la gardait. Ce fut Chloé, la jeune fille qui se tenait devant lui, qui ranima sa conscience vacillante. Il se souvient s'être senti irrité qu'elle ait cassé son épée, mais il était finalement reconnaissant, décidant de laisser tomber l'affaire. Il se souvient être parti en hâte pour empêcher la malédiction de se manifester à nouveau, mais il se demande maintenant s'il pourra jamais vraiment y échapper. Il accepte son destin, un talent proche d'une malédiction, manifesté en échange de sa durée de vie qu'il doit supporter dans ce nouveau monde. Ses yeux fatigués montrent sa résolution alors qu'il réfléchit qu'il n'a pas souhaité grand-chose en arrivant ici. Un éclair traverse un ciel orageux, illuminant un bâtiment de l'académie dans la nuit noire. Jeomma monte un escalier sombre, enveloppé d'une lueur violette menaçante. Il ressent une présence terrifiante à l'intérieur de son corps. Quelque chose qui tente de s'en extirper en griffant et de consumer sa raison. Devant lui se dresse un être monstrueux et squelettique, une malédiction manifestée dans le seul but de le dévorer. Un aperçu du prochain épisode annonce une rencontre inévitable entre Jeomma et Nox Aditor. Un avis de recrutement est affiché, recherchant des traducteurs, relecteurs et éditeurs pour l'équipe. La scène revient à l'arrivée de Léon aux cheveux blonds, tandis que la narration le décrit comme un cliché dont toutes les femmes tombent amoureuses. Jeomma grimace, pensant que si le jeu était classé pour adultes, Léon serait mort bien avant d'affronter le roi démon. Il se souvient des 3 puissantes héroïnes nécessaires destinées à tomber amoureuses de Léon Rachel la lancière, Saki l'archère et Abel la maître d'épée. Observant la foule obséquieuse entourer Léon, Jeomma ne peut que penser à quel point toute cette situation est agaçante. Alors qu'une étudiante s'évanouit, il note sombrement qu'elle fera partie des premières à être enrôlée pour la guerre dans 3 ans. Se souvenant de son propre service militaire obligatoire, il serre le poing, refusant de subir une conscription forcée une seconde fois. Il médite sur l'effrayante échelle de puissance du monde. Si le héros Hoakin n'a pu que sceller un commandant, quelle est la force du roi démon? Fixant la scène qui se déroule, Jeomma est frappé par une réalisation soudaine et choquante. Léon sourit avec assurance, incarnant le charme classique d'un protagoniste. Jeomma observe le groupe de Léon partir, tandis que la narration révèle que la bénédiction des miracles, M du protagoniste s'en chargera. Remarquant le visage digne de confiance de Léon, Jeomma admet qu'il était presque convaincu avant de tourner son attention ailleurs. La scène se déplace vers l'impressionnante salle d'entraînement de l'académie sous le ciel nocturne sombre. Dans une salle d'entraînement, Jeomma s'exerce avec 2 bâtons en bois, les balançant avec concentration. Ouf, il soupire de soulagement, réalisant que sa bénédiction-malédiction ne se manifeste pas lorsqu'il utilise des techniques non conventionnelles. Il aperçoit une fille rousse qu'il observe de loin, se demandant s'il a commis une sorte d'erreur. Avec un sourire forcé, il se résigne au fait qu'ils passeront la prochaine année ensemble. Lorsque la fille rousse demande s'il s'est passé quelque chose, Jeomma la rejette rapidement, espérant éviter de se faire des ennemis. Tandis que la fille rousse soupire de soulagement, un Jeomma méfiant se demande intérieurement qui elle est vraiment. Il se souvient comment elle était capable de manier une épée remplie à la fois de tristesse et d'intentions meurtrières, même inconscientes. La fille rousse demande nerveusement à Kang Jeomma si elle peut l'inviter à dîner, à sa grande surprise. Elle explique sincèrement qu'elle veut lui rendre sa gentillesse, bien qu'elle admette que ses compétences culinaires ne peuvent pas rivaliser avec les siennes. Dîner, pense-t-il, une vision déformée d'elle avec une épée renforçant sa suspicion. Elle le regarde avec des yeux intensément suppliants, espérant qu'il acceptera son invitation. Il rit maladroitement, secrètement terrifié qu'accepter son offre puisse le mener à se réveiller dans un frigo. Jeomma s'adresse à la rousse sous le nom de Chloé, lui demandant s'il peut solliciter une faveur au lieu de dîner. Une faveur, demande Chloé, et Jeomma explique qu'elle est la seule sur qui il peut compter pour cela. Rouge et troublé par ces mots, Chloé demande avec empressement ce dont il a besoin d'elle. Il se gratte maladroitement la tête et lui demande si elle peut lui enseigner l'escrime. Il réfléchit que demander de l'entraînement était une bonne excuse, reconnaissant que Chloé est effrayamment forte. Allongé dans son lit, il fait défiler un article sur la façon de survivre à une yandere, soulagé que ses recherches s'avèrent utiles. Dans la salle d'entraînement, Chloé le salue joyeusement, révélant qu'elle l'attendait. Quand il demande à quelle heure elle est arrivée, elle ment joyeusement,
et affirme qu'il était seulement 6h30. Il lance, impassible, que leur rendez-vous n'est pas avant 8h, mais elle se contente d'en rire. Elle remarque son regard silencieux et demande si quelque chose ne va pas, mais il l'écarte rapidement dans son esprit. Elle admire son physique, comprenant maintenant que ses muscles définis sont la source de sa force surprenante. Il lui tend une épée d'entraînement en bois, mais elle semble surprise, s'étant attendue à utiliser de vraies épées. Il explique qu'ils utilisent des épées en bois pour la sécurité pendant l'entraînement, et elle semble accepter son raisonnement. L'atmosphère s'assombrit tandis que Chloé l'appelle menaçamment « gentil », laissant Jeomma absolument terrifié. Chloé saisit pensivement l'épée en bois, son expression intense et illisible. D'un seul coup d'entraînement, elle brise le sol, tandis que Jeomma s'émerveille de son immense pouvoir. Terrifié, il se résout à être extrêmement prudent, s'imaginant être écrasé comme une pastèque s'il ne l'est pas. Il vérifie le statut de sa « bénédiction du dieu de l'épée », confirmant ses limitations actuelles et les conditions non remplies. Il remarque d'étranges nouvelles conditions pour sa bénédiction, confus, car il ne se souvient pas qu'elles étaient là auparavant. Chloé remarque la fenêtre du système scintillante derrière lui et demande prudemment ce qu'il regarde. Voyant sa distraction, elle se penche et demande avec inquiétude si quelque chose ne va pas. Alors qu'il se prépare à s'entraîner, Chloé sourit et lui demande d'être doux avec elle pour leur première fois. Eh bien, alors, pense-t-il, serrant son épée et se préparant au début du match. Il arbore un sourire confiant, ajustant sa posture pour leur duel d'entraînement. Son épée en bois commence à luire tandis qu'une narration inquiétante déclare qu'il faut être prêt à sculpter son propre corps. Chloé prend une posture de combat, émanant une aura puissante et intimidante qui lui est propre. Swoosh. Elle bondit soudainement en l'air, lançant une attaque surprise qui le prend complètement au dépourvu. Étourdi par son incroyable vitesse, il a à peine le temps de réagir alors que son coup s'abat sur lui. Clac, il parvient à peine à bloquer son coup descendant, son visage se tordant sous la pure force du coup. « Putain !» crie-t-il de frustration, lui rappelant qu'il lui a explicitement demandé d'y aller doucement. « Serré !» Imperturbable face à son explosion, la prise de Chloé se resserre alors qu'elle se prépare à poursuivre son attaque. Bien que luttant sous la pression, il est soulagé d'avoir bloqué le coup et prévoit de contre-attaquer immédiatement. Soudain, des messages d'erreur rouge clignotent alors que les dégâts de son arme déclenchent un système qui diminue de force son humanité. À un autre moment, Jeomma est assis seul, notant qu'il lui reste 15 minutes avant une bataille dans le sous-espace. Une femme aux cheveux sarcelles et à lunettes avertit Jeomma de prendre soin de lui s'il doit aller jusqu'au bout. Seul, Jeomma reconnaît le risque de blessure mentale dans ce combat mais renforce sa détermination, déclarant que seule la victoire compte. Il remarque le bourdonnement bruyant de la salle d'attente, surpris par l'excitation de la foule pour le combat. Soupirant, il déplore l'ironie de ses efforts pour rester inaperçu, réalisant qu'ils sont vains avant d'être surpris par l'arrivée de quelqu'un. Il se retourne et trouve Chloé sanglotant de manière incontrôlable, son nom s'échappant de ses lèvres dans un cri étranglé. Avec un sourire légèrement dérangé, Jeomma rassure une Chloé choquée que tout ira bien, lui montrant le couteau qu'elle lui a prêté. Il se lève, une tension silencieuse remplissant l'espace entre lui et Chloé, toujours assise. Chloé l'avertit que Nox est incroyablement fort et Jeomma écoute en silence. Elle explique plus en détail, décrivant Nox comme un génie générationnel de la famille Aditore et le summum des arts sombres à 14 ans. Jeomma examine la lame rose de Chloé, acceptant que c'était le choix qu'il avait fait malgré ses efforts pour l'éviter. Il se souvient de son ancien maître qui avait prophétisé qu'il brandirait toujours une lame, notant avec ironie qu'il n'avait jamais imaginé que ce serait un couteau à sashimi. Une annonce officielle appelle les cadets sur le terrain pour le duel de sous-espace, les surprenant tous les deux. « Je m'en vais », dit Jeomma, se retournant pour partir tandis que Chloé reconnaît discrètement son départ. Il s'arrête et appelle le nom de Chloé, la faisant lever les yeux avec surprise. Posant une main sur son épaule, il lui dit calmement que le monde est simplement rempli de toutes sortes de génies. Il tient le couteau devant elle, ajoutant « c'est pourquoi », tandis qu'elle le fixe de ses grands yeux intenses. D'un dernier signe de la main, il s'éloigne, prêt à affronter son adversaire. Jeomma entre dans une immense arène ensoleillée sous les acclamations de la foule, tenant désormais 2 couteaux. Un étudiant aux cheveux bleus applaudit depuis les gradins, soulagé que l'étudiant spécial n'ait pas fui le duel. Jeomma sourit, se sentant comme un gladiateur de l'Empire romain, sidéré par l'intensité. Il observe la foule massive et rugissante remplissant les gradins du stade. Dans les tribunes, une jeune fille blonde remarque qu'il est beau.
tandis que la femme aux cheveux sarcelles observe avec une expression sérieuse. Debout seul au centre de l'arène, Jeomma trouve la situation gênante, se demandant si les spectateurs n'ont rien de mieux à faire. Nox Aditore apparaît, se moquant de Jeomma comme d'un roturier et méprisant sa lame pathétique. Une ombre sombre et épineuse jaillit sous les pieds de Jeomma, se répandant sur le sol de l'arène. Jeomma sourit et plaisante en disant qu'un vrai maître ne blâme jamais son équipement, enrageant Nox. Soupirant de frustration, Nox décide qu'il devra d'abord fermer la bouche insolente de Jeomma. Il déchaîne son pouvoir, invoquant une lame rose lumineuse, tandis qu'une aura violet foncé l'entoure. Knox se révèle avec ses lames Ongryun de rang S et la bénédiction du corbeau. Jeomma l'observe, pensant qu'il pouvait sentir l'effort que Nox mettait à supprimer son intention de tuer. Reconnaissant l'équipement de rang S de son adversaire, Jeomma prépare son propre combo de Rang, un couteau à sashimi d'Aizo et la lame rose de Chloé. Alors que les deux guerriers se font face, une annonce système déclare que le match va commencer. Une annonce déclare que certaines personnes seront déployées, montrant les visages de Léon et des filles, y compris Chloé. Un sigil bleu éclatant s'illumine, tandis que la narration souhaite que la bénédiction du héros soit avec eux. Les deux combattants bondissent l'un vers l'autre, commençant leur duel à haut risque. Alors que ces couteaux tombent, des notifications système annoncent l'activation de la bénédiction indolore et de la bénédiction du dieu de l'épée. Un pouvoir divin descend sur Jeomma tandis qu'une voix céleste souhaite que la bénédiction des dieux soit sur lui. Dans la foule, deux étudiants surpris se demandent s'ils ont vu ce qui vient de se passer. D'autres spectateurs se plaignent que le combat est trop rapide pour être vu, remettant en question leur supposition que ce serait un match facile. La bataille éclate en un flou d'énergie bleue et violette s'entrechoquant, se déplaçant trop vite pour être suivis. Les yeux de Nox se plissent avec une concentration intense alors qu'il se déplace à une vitesse fulgurante. La fille blonde remarque que les combattants sont rapides et que ça devient intéressant, tandis que la femme aux cheveux sarcelles observe en silence. La femme aux cheveux sarcelles est choquée, se demandant comment le faible Jeomma est capable de se battre ainsi. Jeomma esquive alors que Nox se jette en avant, sa lame sombre fend dans l'air. Leurs lames se rencontrent dans un autre affrontement violent et à grande vitesse. L'attaque de Nox s'abat au sol, creusant le plancher de l'arène avec une énergie violette. Entouré d'une aura sombre tourbillonnante, Nox déchaîne une puissante entaille. Son cou laisse une énorme cicatrice lumineuse en forme de X gravée dans le sol de l'arène. Enragé, Knox le regarde avec fureur et défie Jeomma d'éviter sa prochaine attaque. Une vague d'énergie sombre monstrueuse déferle vers un Jeomma déterminé. Nox déchaîne un barrage furieux de taillades d'énergie sombre en forme de croissant. Un groupe de spectateurs masqués déclare que Jeomma est fichu. Swoosh! Au dernier moment possible, un Jeomma bleu lumineux esquive la tempête d'attaque. Nox regarde, incrédule, choqué, que Jeomma soit sorti complètement indemne de son assaut. Un étudiant aux cheveux roses remarque la force des sophomores, et son ami convient que les premières années sont généralement trop occupées à s'enfuir. La femme aux cheveux sarcelles observe que seul un œil averti peut voir ce qui se passe réellement. Jeomma ne fait qu'esquiver, sans même essayer de combattre. Merde, jure Nox de frustration, se souvenant de l'avertissement de Chloé et enragé que même sa bénédiction du corbeau n'ait pas pu l'atteindre. Jeomma réalise que les lames de Nox doivent s'alourdir à cause de ses attaques axées sur la vitesse, tandis que Nox se résout à utiliser une attaque de zone étendue. La colère de Nox grandit tandis qu'il fixe Jeomma, furieux d'être combattu avec de misérables couteaux de cuisine. Clang! Jeomma lâche soudainement son couteau d'Aiso, laissant tout le monde stupéfait. « Qu'est-ce que tu complotes, bâtard » crie Nox, confus et méfiant du mouvement étrange de son adversaire. Jeomma ajuste calmement sa prise, tenant désormais la seule lame de rose à deux mains. Serrant fermement la lame de rose, Jeomma adopte une posture de bretteur ferme à deux mains. Avec Jeomma dans une nouvelle posture, Knox se tient en face de lui, l'arène remplie de confusion. Furieux de ce qu'il considère comme une moquerie, Knox enrage qu'un inconnu ait le culot d'agir de la sorte. Une énergie démoniaque rouge jaillit de Nox alors qu'il jure de terrasser Jeomma d'un seul coup puissant. « Frappe !» hurle-t-il, ses yeux brillants d'une intention meurtrière tandis qu'il prépare son attaque finale. Knox se vante, se demandant ce que Jeomma pourrait faire contre sa lame Ongryun trempée de sang. Alors que Nox se jette, une traînée de lumière bleue brillante l'intercepte, révélant la riposte rapide de Jeomma. Jeomma réfléchit qu'il a essayé d'éviter de se faire remarquer, mais il a l'impression qu'une malédiction le force à se battre.
Résigné, il embrasse son identité de « dieu de l'épée », sachant qu'il ne peut de toute façon pas fuir. Un flash déformé d'une lame rose apparaît, signalant l'attaque finale et désespérée de Nox. Nox trébuche en arrière, son corps contorsionné dans une pose choquée et défensive. Avec un regard de pure rage, Nox pense à un mouvement que son adversaire n'était pas censé voir. Alors que Geomma porte un coup décisif, les spectateurs choqués, y compris les étudiants blondes et aux cheveux roses, regardent avec incrédulité. Le duel se termine avec le bras et la lame sectionnée de Nox gisant dans une mare de sang, tandis que Geomma se tient victorieux. Dans un aperçu, une fille blonde aux oreilles de chat et aux pupilles en forme de cœur sourit, méditant sur un désastre qu'elle s'est elle-même attiré. Un flash rapide montre Nox reculer sous une rafale de coups qui le submerge. Merde, pense-t-il, son monde s'effondrant face à sa défaite soudaine et totale. Une onde de choc massive éclate au centre de l'arène, la force du choc final se propageant vers l'extérieur. Nox est laissé agenouiller dans la défaite tandis que Geomma se tient au-dessus de lui, l'aura bleue sur son couteau s'estompant. Geomma désactive son pouvoir, ses mains stables tandis que la lueur de sa lame se dissipe. Dans les gradins, la fille blonde et la femme aux cheveux sarcelles regardent avec des expressions ébahies et les yeux écarquillés. Geomma se tient silencieusement dans l'arène vide et poussiéreuse alors que la bataille se termine. Alors qu'une annonce marque la fin du duel, Geomma soupire, réalisant qu'il n'y a pas de retour en arrière possible face à la tension qu'il va désormais recevoir. Il regarde la lame de rose, pensant qu'il a gagné avec un couteau à vider le poisson, et trouvant l'acte de couper une personne profondément désagréable. Geomma regarde Nox vaincu, content qu'il soit dans le sous-espace, et notant à quel point ses spécifications sont impressionnantes. Vaincu et tremblant au sol, l'humiliation de Nox est palpable. Geomma reconnaît que Nox était aussi fort que Chloé l'avait prétendu, possédant un sens du combat affûté par l'expérience. Le chronomètre officiel déclare Kang Geomma, l'étudiant de première année de la classe Tigre, vainqueur après un duel de 9 minutes et 26 secondes. Geomma lance un regard furieux, agacé par les murmures de la foule et maudissant intérieurement l'académie pour une telle publicité éhontée. Il se résout à endurer la nouvelle célébrité avec pure volonté et détermination, s'éloignant de l'arène. Des étudiants dans un salon discutent du duel, choqués que le puissant Knox de la famille Aditore ait été vaincu par Kang Geomma. La femme aux cheveux sarcelles est assise pensivement, le nom Kang Geomma résonnant dans son esprit. Regardant par une fenêtre, elle réfléchit à la façon dont son nom est maintenant partout et à quel point le duel a été choquant. Elle se souvient de la vue incroyable de la défaite de Nox, un air de choc persistant sur son visage. Un gros plan montre son incrédulité, les yeux écarquillés dès le moment où elle a été témoin de l'issue du duel. Elle se souvient de la forme de combat de Geomma, s'émerveillant de sa remarquable maîtrise de l'épée. Une image des couteaux croisés apparaît alors qu'elle se souvient qu'il a remporté la victoire avec seulement 2 couteaux de cuisine. La femme aux cheveux sarcelles admet que sa fierté de petite fille de maître d'épée était naïve, n'imaginant jamais que quelqu'un puisse être si fort avec des lames aussi simples. La femme aux cheveux sarcelles réfléchit à sa défaite, admettant que sa curiosité pour son adversaire était motivée par le désir de l'écraser la prochaine fois. Elle se souvient avoir demandé à un homme plus âgé qui était le meilleur élève de l'année, mais il a prétendu ne rien savoir, ce qui l'amène à une réalisation choquante. Geomma était-il le meilleur élève? UGH. La femme aux cheveux sarcelles bouillonne de frustration, admettant que Geomma est plus fort qu'elle, et se demandant ce qu'il pensait pendant leur duel. Clac. Elle frappe la table, criant de frustration face à son incapacité à comprendre ses pensées pendant le combat. Son amie blonde remarque son agitation et lui demande prudemment ce qui se passe. La blonde insiste, notant que quelque chose la tracasse, mais la femme aux cheveux sarcelles rejette cela, en disant qu'elle se sent paresseuse par manque d'exercice. Ne croyant pas l'excuse, la blonde l'accuse de cacher quelque chose et exige qu'elle lui dise tout. La blonde lui demande d'un air moqueur si elle a besoin d'aller aux toilettes, mais la femme aux cheveux sarcelles insiste que ce n'est rien. La blonde a une révélation et accuse avec enthousiasme son amie d'avoir des problèmes de cœur, choquant la femme aux cheveux sarcelles, embarrassée. La blonde sourit victorieusement tandis que son amie aux cheveux sarcelles rougit furieusement d'avoir été démasquée. Haha. La blonde rit, choquée que Lady Abel s'intéresse à la romance, tandis qu'Abel tente frénétiquement de le nier. Maintenant investie, la blonde se penche, demandant qui est l'homme chanceux qui a touché le gros lot. Elle devine que ce pourrait être le beau Léon, mais se ravise ensuite. Rêvassant qu'Abel est toujours réticente à propos de Léon, la blonde se tait en pensant à une autre possibilité.
Elle réalise que ce doit être l'élève spécial d'hier, Geomma, et passe immédiatement à l'action, effrayant Abel. Bingo! Avec un sourire joyeux et malicieux, la blonde célèbre sa brillante déduction. La blonde attrape soudainement le poignet d'Abel, l'entraînant tandis qu'une Abel confuse demande où elles vont. Avec une détermination inébranlable, la blonde déclare qu'elle se dirige vers la classe tigre. La blonde marche résolument, traînant derrière elle une Abel protestante et déconcertée. Elle fait irruption dans un salon, ignorant les élèves effrayés et une Abel qui se débat, annonçant qu'elle a compris. Debout fièrement, la blonde annonce son plan. Elles vont trouver le jeune homme aux cheveux noirs. Les yeux brillants de cœur, elle scanne avidement la pièce, se demandant à voix haute où le garçon aux cheveux noirs pourrait bien être. Un garçon aux cheveux sarcelles objecte qu'elle monte sur son bureau, mais elle se contente de le regarder, peu impressionnée. Abel se frappe le front d'embarras tandis que deux élèves proches gloussent, remarquant à quel point la blonde est mignonne. Sa recherche s'arrête lorsqu'elle voit une fille rousse glousser affectueusement en regardant Geomma, endormie à son bureau, et elle se demande si c'est sa petite amie. Avec un sourire sinistre et des yeux roses lumineux, elle décide que ce nouveau développement rend les choses encore meilleures. Debout au-dessus de la classe, la blonde sourit, déclarant que cela va être amusant. Le rire joyeux de la rousse est coupé court, car elle est soudainement effrayée par quelque chose. Fouamp! La blonde se penche et renifle brusquement les cheveux de Geomma endormie. Abel et Chloé regardent, les yeux écarquillés et choqués, l'action effrontée de la blonde. Boum! La blonde atterrit sur le bureau devant Geomma avec un nonchalant « Oups ». Un grand point d'interrogation audacieux apparaît, tandis que la blonde se penche sur le bureau, sa présence impossible à ignorer. « Ton nom est Kang Geomma, n'est-ce pas ?» demande-t-elle, tandis qu'un Geomma surpris la reconnaît comme Rachel, et se demande pourquoi elle est là. Alors que le doigt de Rachel se rapproche, l'intuition de Geomma lui hurle qu'elle est incroyablement dangereuse. Une rousse aux yeux rouges brillants affronte Rachel, demandant froidement « Qu'est-ce que tu es, bordel ?» Le prochain chapitre est prévisualisé, annonçant une confrontation avec un chaton très épineux. Les yeux rouges brillants, la rousse répète sa question glaçante à Rachel. « Qu'est-ce que tu es, bordel ?» Geomma regarde, choqué, réalisant que Chloé est la source du danger dont ses instincts le mettaient en garde. La personnalité de Chloé a complètement basculé alors qu'elle révèle un cutter bleu lumineux, son expression désormais froide et menaçante. Abel essaye frénétiquement de tirer Rachel, lui rappelant que ce n'est pas leur salle de classe, mais Rachel demande nonchalamment ce qu'il y a de mal à dire bonjour. Rachel tapote de manière condescendante la tête de Chloé, l'avertissant de ne pas jouer avec des objets tranchants, mais Chloé la regarde en retour avec défi. Alors que Rachel se détourne, désireuse de poursuivre sa conversation, le cutter de Chloé brille de puissance. Une lame étincelle, saisissant les expressions tendues et choquées de Chloé, Geomma et Abel en un seul instant. Rachel esquive avec une vitesse incroyable, ses pupilles en forme de cœur brillant alors qu'elle bouge. Aïe, une éclaboussure soudaine de liquide rouge tache la scène. Dans une autre scène, un garçon gronde Chloé pour avoir renversé son jus, mais elle répond froidement qu'il ne la regarderait pas autrement. Rachel attrape sans effort le poignet de Chloé, la traitant de lente et d'impulsive avant d'écraser sa prise. « Rachel, arrête !» crie Abel, essayant d'arrêter l'escalade de la confrontation. D'un mouvement puissant, Rachel jette Chloé, la propulsant en arrière dans les airs, vaincue. Tac! Chloé s'écrase au sol après avoir été projetée sans effort par Rachel. Waouh! Les autres étudiants crient sous le choc, tandis que Geomma pense sombrement. Ça me rend fou. Un titre identifie la jeune fille blonde comme l'étudiante de haute classe Rachel de Mouira, dont la devise du clan valorise la force brute avant tout. Rachel sourit d'un air condescendant à Geomma, lui demandant si la petite est sa petite amie. Rachel trouve la réaction de Geomma froide, alors qu'il évite de regarder la furieuse Chloé, pensant en lui-même que ce que Rachel a dit est toujours vrai. Geomma déclare catégoriquement qu'elle est son amie, ce à quoi Rachel fredonne avec amusement. Alors que les deux filles s'éloignent, la salle de classe bourdonne d'agitation après la brève et intense confrontation. Rachel explique à Geomma qu'elle aidait simplement Abel, qui s'intéressait à lui, et voulait voir son visage. Une Abel troublée n'y avoir jamais dit cela, accusant Rachel de l'avoir traînée là, mais Rachel suggère taquinement qu'Abel l'a suivie parce qu'elle voulait voir Geomma. Les étudiants environnants chuchotent entre eux, se demandant ce qui se passe, et si Abel se bat avec les nouveaux venus. Abel essaie d'expliquer le malentendu à Geomma, qui lui dit froidement de simplement partir si elle n'avait pas l'intention de venir. Rachel fait des adieux moqueurs à mon Geomma, mais il lui dit de ne pas revenir,
ce qui la pousse à le traiter de froid. Faisant ses adieux avec des cœurs flottants, Rachel part avec Abel tandis que Jehommah jure intérieurement, souhaitant qu'elle s'en aille. Abel jette un regard en arrière avec un sursaut, tandis qu'une Chloé choquée les regarde partir. La scène se pose sur l'amphithéâtre désormais plus vide, alors que la confrontation se termine. Depuis le couloir, on aperçoit Rachel à travers une grande fenêtre cintrée, quittant les lieux. Marchant avec Abel, Rachel réfléchit à l'attitude froide de Jehommah et au sentiment troublant qu'elle a ressenti de ses yeux noirs et creux. Elle se rappelle que son regard était si troublant qu'elle avait l'impression que sa propre gorge était tranchée. Touchant son cou, Rachel admet qu'elle a eu des frissons, réalisant qu'il a largement dépassé ses attentes. Avec un sourire sinistre, Rachel médite que, si elle n'était venue que pour taquiner, elle pourrait bien avoir trouvé un candidat pour la tradition de son clan d'épouser des guerriers exceptionnels. Abel marche à côté d'une Rachel à l'air suffisant, avec un sentiment de malaise sur son visage. Abel se tourne et s'excuse auprès de Rachel pour l'incident. Soupirant de frustration, Abel dit à Rachel qu'elle devrait s'excuser auprès de la classe Tigre, mais Rachel rejette sa préoccupation. Avec des yeux roses brillants, Rachel déclare à une Abel stupéfaite qu'elle ne cédera pas. Dans une chambre d'hôpital, une pensée sombre se répète encore et encore. Tue-le. Tremblant de rage dans son lit d'hôpital, Knox est consumé par la seule pensée de tuer Jehommah. Il bout de rage, se souvenant de sa fierté en tant que génie éditor, invaincu. Ses yeux brillants d'intention meurtrière, Knox envisage d'assassiner Jehommah cette nuit-là même. Un patient aux cheveux violets lui dit de la boucler, mais Knox le repousse avec colère. Maintenant dans un couloir, Knox jure de mobiliser tout le clan Aditoré pour prendre la tête de Jehommah. Traînant son pied à perfusion, un Knox furieux dévale le couloir, l'intention de vengeance au cœur. Avec une sombre détermination, Knox jure qu'il lui montrera sans aucun doute la vraie puissance. Un aperçu du prochain chapitre annonce les examens de mi-parcours qui approchent avec un choc de l'âme. Clac. Un flashback montre une rafale de taillades, alors que les yeux déterminés de Knox remplissent l'écran. Du sang éclabousse l'écran, un rappel viscéral du duel violent. Une énergie sombre tourbillonne au centre de l'arène, les conséquences de l'intense bataille. Une annonce déclare la fin du duel subspatial, tandis que Jehommah observe, s'interrogeant sur la réaction contenue. Il regarde son couteau à motif de rose, réfléchissant que, bien qu'il soit fait pour couper du poisson, couper des gens est profondément mal. En regardant Knox vaincu, Jehommah est soulagé que le sous-espace ait fonctionné parfaitement, empêchant une vraie mort. Knox lève les yeux avec une incrédulité humiliée, la sueur coulant sur son visage. Un tableau d'affichage numérique déclare officiellement vainqueur l'étudiant de première année de la classe Lou, Kang Jehommah. Jehommah fronce les sourcils, agacé par les murmures choqués de la foule concernant un étudiant de première année qui a vaincu un de deuxième année. Résigné à sa nouvelle célébrité, il accepte qu'il n'y a plus rien à faire maintenant. Le cube subspatial se désactive, ramenant l'arène vers le ciel. Jehommah s'éloigne de l'arène, résolu à avancer avec détermination et bluff. La femme aux cheveux turquoise, Abel, reste stupéfaite, sans voix, se remémorant le duel. Un gros plan montre son choc, les yeux écarquillés, depuis le moment de la défaite de Knox. Elle se souvient de l'escrime étrange et efficace de Jehommah. Le souvenir de ces deux simples couteaux de cuisine remplit ses pensées. Elle se rappelle son objectif précédent, trouver le meilleur étudiant et le détruire lors de leur prochaine rencontre. Une fille aux cheveux menthe juge un élève comme faible, tandis qu'une fille aux cheveux bleus halète, soupçonnant qu'il est le meilleur élève de l'académie. La fille aux cheveux sarcelle, Abel, s'excuse nerveusement auprès de son amie Rachel, minimisant son choc précédent. La fille blonde, Rachel, sourit d'un air suffisant à une Abel embarrassée et demande avec malice quel étudiant a attiré son attention. SN, Rachel réfléchit que quiconque pourrait capter l'intérêt d'Abel ne doit pas être une personne ordinaire, et décide d'enquêter. Bingo, avec un sourire dément et les yeux remplis de cœur, Rachel réalise qu'elle a fait une découverte très intéressante. Rachel fait irruption dans une salle de classe, traînant une Abel mortifiée alors qu'elle salue théâtralement les élèves de la classe Lou. Les autres étudiants sont stupéfaits par l'arrivée soudaine des 2e et 4e étudiants classés de l'académie. Tandis qu'Abel tente de l'éloigner, Rachel ignore ses supplications, ayant trouvé quelque chose ou quelqu'un bien trop intéressant pour partir. Elle monte avec assurance sur un bureau pour avoir une meilleure vue de sa cible. Avec des yeux brillants en forme de cœur, Rachel scanne la pièce, appelant avec espièglerie le garçon aux cheveux noirs. Avec une expression déformée et triomphante, elle s'exclame intérieurement qu'elle l'a trouvé.
Géomma observe silencieusement le garçon aux cheveux orange et Rachel être pris de mal de mer, tandis que Léon reste impassible. Léon remarque que Géomma semble aller bien, et bien que Géomma l'attribue au fait de ne pas avoir le mal de mer, Léon insinue qu'il y a une autre raison à la maladie des autres.